Les sociétés coloniales à l'âge des empires. Afrique, Antilles, Asie, années 1850 aux années 1950. Ouvrage collectif sous la direction de Jean-François Klein et Claire Lowe. Chapitre 1 de la deuxième partie. Portrait de colonisateur par Pierre Guillaume. En écrivant en 1957 les portraits du colonisé et du colonisateur, Albert Memmi, universitaire français et juif tunisien d'origine, a proposé l'une des analyses les plus pénétrantes du face-à-face de ces deux acteurs qui n'échappent à leur coexistence forcée qu'avec la décolonisation. Memmi, 1966 pour la source. Cet essai est l'histoire d'un antagonisme imposé qui détruit l'un et l'autre en les déshumanisant. Mon propos n'est pas de m'inscrire en faux contre cette thèse, mais de rappeler que la condition du colonisateur ne se réduit pas à un rôle dicté par la logique même de la colonisation d'oppresseur du colonisé. Les colonisateurs, dans leur infinie diversité, ont été un segment de société composite. Ils ont eu leur mode de vie propre aujourd'hui disparu, mais dont la complexité évanouie justifie l'étude. Il ne s'agit donc pas ici de réécrire l'essai de Memmi, alors même que quelques décennies de recul en font apparaître les excès, qui sont ceux d'une œuvre de combat, et qui sont aussi ceux d'un sociologue qui systématise avec brio, là où l'historien s'en tient à une analyse qui ne sait pas et ne cherche pas à éviter les contradictions. Le but est ici de saisir dans la diversité de leurs comportements des individus en situation coloniale dont ils peuvent certes tirer des avantages, mais dont ils ont aussi à subir les contraintes. Les sources ne manquent pas, car les jugements portés sur les hommes concernés par la colonisation sont aussi contradictoires que nombreux. Interrogée par Éric Mention-Rigaud, une dame de la meilleure société française a un jugement péremptoire sur l'éminente qualité des Anglais coloniaux et sur la médiocrité de leurs homologues français, ce qui expliquerait la supériorité britannique. Mention-Rigaud, 1997 pour la source. Une interprétation aussi schématique, dit Éric Mention-Rigaud, par l'anglophilie de l'aristocratie française ne peut être retenue, et on peut lui préférer le constat que les colonies ont toujours attiré le meilleur et le pire des sociétés métropolitaines. La colonisation a été, pour les Européens qu'elle a concernés, une aventure majeure, lourde d'incertitudes et de dangers, avec en contrepartie potentielle la promotion sociale pour les uns, la gloire acquise dans les périls surmontés pour les autres. Condamnée a posteriori, sans grand appel possible, la colonisation n'en a pas moins ouvert aux contemporains, qui ne furent pas tous des Arthur Rimbaud pourtant, la voie d'une évasion hors d'une société vécue comme médiocre, matérialiste et petite bourgeoise. Pour tous ces colonisateurs s'ouvraient des espaces d'une liberté payée par un isolement dont le développement ultérieur des moyens de communication et d'information a fait oublier la rigueur. La dureté des conditions de vie à la colonie est l'une des explications de l'insensibilité du colonisateur aux maux des colonisés, tandis que la cruauté de la condition populaire en Europe porte peu à s'attendrir sur celle du sujet colonial, qui n'apparaît pas comme plus opprimé que le prolétaire européen. C'est en se replaçant dans ce contexte de rudesse, parfois extrême des rapports humains, que l'on peut comprendre, sans les excuser pour autant, les excès du colonisateur. Grand 1, l'exploiteur et le conquérant. Ce n'est qu'à la conférence de Berlin, novembre 1884 à février 1885, que furent précisées les règles d'attribution des territoires dont la possession par une métropole supposait désormais l'occupation effective et l'exercice d'une réelle autorité. Auparavant, on s'en était souvent tenu au fait de planter un drapeau national et d'avoir passé des accords avec des roitelets locaux dont on voulait bien croire qu'ils avaient une autorité réelle sur les terres et les populations dont ils se disaient suzerains. Le plus illustre de ces explorateurs conquérants fut Henry Morton Stanley, qui, après être parti à la recherche de Livingstone, retrouvé en novembre 1871 alors que son expédition avait été lancée et financée par le New York Herald, se mit tour à tour au service salarié du gouvernement anglais et de Léopold II de Belgique, et il fonda, pour celui-ci, Léopoldville, future métropole du Congo, qui fut la propriété du roi avant de devenir colonie belge. Livingstone et Stanley, dont les portraits ont été poussés à la caricature, ont incarné deux aspects opposés de la pénétration européenne en Afrique. Le premier, missionnaire, généreux et humain. Le second, agent cruel et sans scrupules, inspiré par sa seule cupidité. Son enterrement à Westminster en 1873 consacra la gloire du premier, alors que semblable honneur fut refusé au second. Si c'est à Livingstone que l'on doit l'exploration des rives des grands lacs de l'Est africain et du bassin du Zambèze, c'est au second que l'on doit celle, plus périlleuse encore, du bassin du Congo.
La pénétration d'autres terres inconnues put être l'œuvre de savants géographes, comme les Allemands Heinrich Barth en 1855 et G. Nachtigal en 1869, qui pénétrèrent les régions du Nil supérieur, du Tibesti et du Soudan, mais dont les exploits, couronnés par d'importants travaux scientifiques, eurent moins de retentissement, au moins en France, que l'aventure solitaire sans grande retombée scientifique de René Caillié, qui avait atteint Tombouctou sous le déguisement d'un pieux musulman, dès 1828. Jusqu'aux dernières décennies du XIXe siècle, l'exploration coloniale entreprise pour la satisfaction de curiosités géographiques, comme pour la gloire des métropoles et de leurs troupes coloniales, put se poursuivre. Qu'il s'agisse de la remontée du Mékong par Francis Garnier en 1866-1867, de l'accès au haut plateau indochinois par Pavie en 1879, ou encore de la jonction Sénégal-Niger opérée par Gallieni en 1881. La rencontre à Fashoda sur le Nil, en septembre 1898, de l'importante expédition anglaise commandée par Kitchener, qui avait remonté le fleuve, et de la maigre colonne française du capitaine Marchand, venu à grand-peine du Sénégal et qui dut céder la place, faillit compromettre les relations des deux métropoles. De même que l'affrontement en Afghanistan des Anglais et des Russes envenima les rapports de la Grande-Bretagne et de la Russie, tout comme les ambitions rivales françaises et italiennes en Tunisie, françaises et allemandes au Maroc, contribuèrent largement à la détérioration des relations internationales à la Belle Époque. On ne saurait ignorer la sauvagerie de bien des opérations militaires coloniales, dont l'un des exemples les plus connus est celui des massacres imputables à la colonne commandée par Voulet et Chanoine dans la région du Tchad en juillet 1899, si scandaleux qu'ils valurent à ces deux officiers d'être déférés en conseil de guerre avant même qu'ils ne trouvent la mort en opération. Cet épisode, abondamment relaté dans la presse hostile à l'aventure coloniale, resta dans les mémoires comme ce qu'il y eut de pire dans ces conquêtes impériales. Il s'explique par le fait que, dans leur isolement, ces deux officiers échappèrent à tout contrôle de leur hiérarchie, et qu'ils laissèrent se déchaîner leurs soldats indigènes contre les populations qu'ils considérèrent comme étant leurs ennemis traditionnels. Comme l'écrit Winston Churchill, qui fut lieutenant dans l'armée des Indes engagée dans les montagnes afghanes, la conquête des positions indigènes impliqua souvent des solutions radicales. Évoquant la prise de contrôle d'une vallée hostile, il écrit, citation, « Nous procédâmes systématiquement, village par village, détruisant les maisons, comblant les puits, faisant sauter les tours, abattant les arbres, brûlant les récoltes et crevant les réservoirs. Au bout de 15 jours, la vallée n'était plus qu'un désert, et l'honneur était satisfait. » Fin de citation. La réflexion de Churchill ne porte pas sur le bien fondé de l'opération, semblant aller de soi pour le jeune officier, mais sur le fait que, je cite, « Nous perdîmes 2 ou 3 officiers britanniques et 15 ou 20 soldats indigènes. Avec cette question, est-ce que cela en valait la peine? Je ne saurais le dire. » Fin de citation, Churchill, dans Texto en 2007. Le soldat colonial n'en fut pas moins présenté à l'opinion comme l'agent de la modernisation des lieux conquis. C'est ainsi que Bugeaud, évoquant le lointain précédent romain, définit l'action de ses troupes en Algérie, dont les soldats étaient donnés, comme devant se transformer en paisibles laboureurs une fois la sécurité acquise. À la fin du siècle, c'est à quoi prédire Gallieni et son disciple Lyotet, tant à Madagascar qu'ultérieurement au Maroc. C'est dans les colonies, mieux qu'ailleurs, que l'officier pouvait jouer pleinement son rôle social de chef éclairé et responsable, analysé par Lyotet dans un article de la Revue des Deux Mondes de 1900. Lorsqu'elle était bienveillante, l'opinion publique était ainsi incitée à faire l'amalgame entre le soldat colonial et le soldat français, qui, jadis, avait apporté à l'Europe les lumières de la Révolution, ce qui ne pouvait que susciter un large assentiment dans une nation frustrée de gloire militaire depuis 1815 et, plus encore, depuis 1870. En Angleterre, les écrits de Kipling, sa dénonciation du « fardeau de l'homme blanc » entre guillemets, Kipling 1899, firent beaucoup pour faire admettre l'aventure coloniale à une opinion touchée par le rejet libéral de celle-ci, notamment soutenu par John Stuart Mill. Plus largement encore, sans doute, les opinions publiques furent sensibles au prestige de soldats coloniaux se jouant de tous les dangers et menant à travers eux une existence brillante. C'est Lyotet qui écrit ainsi, ouvrez les guillemets, « Hier soir j'ai donné un bal, buffet, souper, lanterne vénitienne. On a dansé jusqu'à 2 heures du matin. Bottines vernies, dolmans de grande tenue, gants blancs. Nous sommes bien les mêmes qui, il y a 8 jours, en loques gymnastiquions dans les rochers, attentifs aux embuscades et aux coups de saguet. Charme de cette vie. Il faut, en Europe, évoquer les temps de Cyrano ou l'époque impériale pour retrouver cette combinaison du danger et de la fête. Ce voisinage si proche de l'effort le plus rude de la vie la plus polissée. »
Fin de citation, Lyautey 1947. Quant à Churchill, il revient à plusieurs reprises sur les rues de charme de ses parties de polo disputés entre soldats britanniques mais aussi, à l'occasion, contre les équipes des Maharajas, donnant ainsi des exemples exceptionnels de fraternisation sportive entre colonisateurs et colonisés, à condition que les uns et les autres appartiennent à l'aristocratie. Avant d'être vieux et radotant dans son club londonien caricaturé dans Punch, le major de l'armée des Indes avait donc pu avoir une existence susceptible de susciter bien des enthousiasmes. L'accueil fait par le public lors des défilés du 14 juillet aux légionnaires, comme aux spahis marocains, témoigne de la popularité de ces soldats coloniaux, également glorifiés par des chansons populaires et dont le sacrifice pendant la guerre sera rappelé par Léopold Sédar Senghor. Grand 2, le fonctionnaire colonial. Son incarnation la plus reconnue est celle du commandant de cercle dont Robert Delavignette dit l'étendue des responsabilités. Delavignette 1946. Et qui était, dans sa circonscription, chargé d'assurer le maintien de l'ordre, le bon fonctionnement de la justice, la perception des impôts et le développement économique qui ne pouvait aller sans recours au travail forcé. Pour mener ces multiples tâches à bien, il devait s'assurer le concours des chefs de village, caïds et autres notables traditionnels. Le fait de dépendre dans sa pratique quotidienne de la bonne volonté d'interprètes, dont Amadou Hampâté Bâ a si bien montré la duplicité, n'était pas pour lui faciliter la tâche, et il n'avait pas grand secours à attendre d'une hiérarchie lointaine. Hampâté Bâ 1973 pour la source. La solitude qui le laissait face à ses responsabilités pesait lourdement sur tout détenteur d'une parcelle d'autorité, et il n'était pas pour autant à l'abri des remontrances de ses supérieurs. Au XVIIIe siècle, des personnalités aussi prestigieuses que le français Dupleix et l'anglais Clive, qui, tous deux, avaient tenté de donner à leur pays un empire indien, par leur gouvernement soucieux de ne pas aggraver leurs antagonismes. D'un tout autre ordre et beaucoup plus récent fut la sanction qui frappa le docteur Eugène Jameau en 1931 lorsque ce pionnier de la lutte contre la maladie du sommeil, qui avait fait très sensiblement reculer cette maladie en Afrique centrale, fut rappelé sans égard en métropole et rendu responsable de la cécité de malades malencontreusement victimes d'un surdosage médicamenteux dû à l'erreur de l'une de ses infirmières. Jameau fut connu comme l'exemple même de ces responsables coloniaux laissés seuls en face de leurs responsabilités et impitoyablement sanctionnés en cas d'erreur. C'était là la contrepartie de cette liberté que, faute de pouvoir les contrôler, le lointain pouvoir hiérarchique métropolitain accordait dans tous les domaines à ses agents. On ne saurait trop insister sur ce que pouvait avoir d'angoissant une solitude qui, tant qu'elle s'accompagnait de succès, faisait la séduction des carrières coloniales pour les esprits épris de pratique des responsabilités. Pour permettre une pratique plus efficace de celle-ci, dont on prit conscience de la lourdeur, les diverses puissances coloniales s'attachèrent à améliorer la formation de leurs agents. Guillaume, p. 2011 pour la source. Au moins de ceux de grades élevés. En 1853, le gouvernement britannique adopta le principe du recrutement par concours, alors qu'auparavant jouait un rôle majeur du népotisme et les recommandations diverses, tant pour le recrutement que pour les promotions. Puis, en 1861, furent précisées les conditions de carrière dans l'Indian Service, qui fut intégré au Civil Service en 1870, dès lors soumis aux mêmes règles que l'ensemble des services de l'État. En 1864, la Hollande créa à Leyde une école royale préparatoire à un concours de recrutement. La Belgique fit passer ses futurs hauts fonctionnaires coloniaux par l'université coloniale d'Anvers ou par l'école coloniale de Bruxelles. En France, c'est en 1889 que fut créée l'école coloniale après que de premiers essais aient été faits en Indochine. Le bâtiment fut construit en 1895 et conçu pour accueillir une section française et une section étrangère pour les élèves venant des colonies, pour la majorité d'entre eux d'Indochine. En 1927, des classes préparatoires furent ouvertes dans de grands lycées, notamment parisiens, et l'école coloniale, devenue en 1934 l'École nationale de la France d'outre-mer, ENFOM, qui prit rang parmi les grandes écoles françaises. Elle eut de très grands directeurs comme l'universitaire Georges Hardy ou l'administrateur colonial Robert Delavignette. Sous leur influence, la singularité de son enseignement fut d'être plus en culture générale que technique, avec une place très large donnée en collaboration avec l'école des langues aux langues de l'Empire et à l'histoire de ses diverses composantes. On a pu dire à juste titre que, par la qualité de la formation proposée, l'école coloniale avait été une préfiguration de l'ENA, mais ne passait dans ses murs que les futurs hauts fonctionnaires, tandis qu'à en croire des témoignages comme celui de Claude Farrer dans Les Civilisés, Farrer 1905, le personnel subalterne était d'une rare médiocrité et n'était attiré à la colonie que par les avantages matériels attachés à une carrière outre-mer.
Grand 3, les éducateurs. On rapprochera artificiellement ici tous les acteurs venant aux colonies avec l'intention louable d'éduquer l'indigène, de le détacher d'habitudes inacceptables pour les sensibilités européennes, et tout particulièrement du cannibalisme, mais aussi de tous les sévices qui accompagnaient les conflits, de l'ouvrir à la lumière de la vraie foi, mais sans unité du message, de les inculper des principes élémentaires d'hygiène, et de lui donner accès à une formation scolaire. Parce qu'on s'est beaucoup servi de la dénonciation du cannibalisme pour stigmatiser les Africains, la littérature postcoloniale n'a voulu voir dans sa dénonciation qu'un prétexte à affirmer la barbarie du colonisé. Mais on ne peut en revenir à le nier, alors qu'il est dûment constaté par des observateurs comme l'anthropologue anglais Nigel Barley, peu soupçonnable de manque d'objectivité. Ne pouvant nier que les chefs africains aient été les premiers fournisseurs des marchands d'esclaves, on opposa la déportation outre-mer à l'esclavage dit de case, qui aurait été intégration bienveillante dans la famille même de l'acquéreur. Des récits indignés comme celui que fit de sa rencontre avec une colonne de captifs arrachés aux montagnes guinéennes le lieutenant Vallière, membre de l'expédition Gallieni au Niger en 1880, sont rejet catégorique de cette vision lénifiante. Guillaume P. 2007 pour la source. Comme l'avait voulu à l'origine Wilberforce et les libéraux anglais, la colonisation européenne combattit bien l'esclavage, comme elle lutta aux Indes contre la mise à mort des veuves au décès de leur époux, ou de leurs nouveau-nés de sexe féminin inutiles, parce que ne pouvant assurer la continuité familiale. Il n'est pas non plus interdit de penser que la substitution de la monogamie à la polygamie, voulue par les églises chrétiennes, alla dans le sens d'une certaine émancipation de la femme, ou encore que la disparition des sacrifices humains voulus par les pratiques incas ait été une régression. Plus généralement encore, le colonisateur imposa, souvent sans douceur il est vrai, une paix qui interrompit pour un temps les massacres intertribaux traditionnels. Sévère pour les mœurs indigènes de leur temps, qu'elle combattit bien souvent, la colonisation sut aussi rendre justice à la grandeur des civilisations anciennes là où elle en trouva des marques. Ce fut le cas au Cambodge, où l'école française d'Extrême-Orient, EFEO, entreprit la réhabilitation du site d'Angkor, comme aux Indes néerlandaises, où fut entreprise celle de Borobudur, au Siam, où furent dégagés les sites des villes royales et, plus encore, en Égypte, devenu un paradis pour les archéologues qui ouvrirent la voie au tourisme. Le temps de la colonisation fut ainsi aussi celui d'une mondialisation des curiosités scientifiques et archéologiques qui conduisirent à nuancer l'idée que l'on avait de la primauté culturelle de l'Europe, évolution des esprits qui bénéficia surtout à l'Inde et à l'Extrême-Orient. Il arriva même que cette découverte de l'autre amena des efforts positifs de compréhension des colonisateurs et des colonisés, ou pour le moins de leurs élites, comme en donna un exemple ponctuel la Société des Amis du Vieux Hué, fondée par un missionnaire, Léopold de Cadière, et un médecin colonial, le docteur Albert Saleh, mais qui, bénéficiant de l'appui de l'empereur d'Annam, permit la redécouverte de la civilisation Cham. Les intentions des missionnaires, quels qu'ils aient été, émules anglais et protestants de Livingstone, ou pères blancs créés par Monseigneur Lavigerie, d'ouvrir les indigènes à la vraie foi, tout en les amenant à respecter une morale chrétienne, était de toute évidence louable, alors même qu'elles ébranlaient les fondements des sociétés précoloniales et favorisaient par là même la colonisation. On débattit beaucoup de la forme et de l'ampleur à donner à cette éducation. Fallait-il d'abord qu'elle soit dans des langues locales ou dans celles du colonisateur ? Après de longs débats aux Indes, entre tenants du respect des cultures et langues autochtones et partisans d'une éducation de type occidental, donc en anglais, ce furent ces derniers, menés notamment par Macaulay et Charles Trevelyan, qui l'emportèrent. Dans les possessions françaises, on imposa le français avec, au Maghreb, quelques tentatives notamment soutenues par Lyautey, pour laisser une place à l'arabe indispensable à la pratique de l'islam. Des choix très différents furent faits également pour cibler les efforts éducatifs, avec, aux extrêmes, l'Angleterre qui, dès 1845, accueillit les premiers étudiants indiens en métropole et qui, dès 1854, ouvrit des établissements d'enseignement supérieur à Calcutta, Madras et Bombay, et la Belgique, qui ne proposa pas autre chose qu'un enseignement primaire confié à l'Église, qui n'admit à Louvain un premier Congolais qu'en 1952 et n'ouvrit au Congo l'université de Lovanium qu'en 1955. Aux exceptions de l'Algérie, qui eut un lycée en 1935 et des structures universitaires à partir de 1909, et de l'Indochine, qui eut aussi, à Hanoï, des embryons universités à partir de 1902. Guillaume S. 1999. Les colonies françaises restèrent plus proches du Congo belge que de l'Inde anglaise.
C'est en caricaturant ce que fut l'effort d'alphabétisation de la Troisième République que l'on se plut à montrer à l'heure de la décolonisation. Ces instituteurs apprenant aux jeunes Africains ou Indochinois que leurs ancêtres étaient, comme ceux des Auvergnats ou des Bretons, les Gaulois. Il était plus judicieux de rappeler que ne furent guère concernés que quelques 5% des classes d'âge, ce qui explique la fragilité actuelle de la francophonie en Afrique et sa disparition quasi totale au Vietnam. La seule création originale fut, au Sénégal, celle de l'école William-Ponty, comparable à ce qu'était en métropole l'enseignement primaire supérieur, qui ne donnait pas accès à l'université. La vocation initiale de William-Ponty était de former des médecins et des instituteurs auxiliaires. Seuls pouvaient espérer avoir accès à des enseignements secondaires et supérieurs les étudiants issus des villes coloniales ou des comptoirs indiens. L'exemple de Léopold Sédar Senghor, sénégalais, normalien et agrégé de lettres, est tout à fait exceptionnel, et celui d'Aimé Césaire ne l'est guère moins. Il y eut aussi, tout aussi exceptionnel, quelques Indochinois reçus à Polytechnique, dès les années 1920. Ces choix éducatifs traduisent des projets très différents pour l'évolution des sociétés coloniales. Les conceptions belges étaient de toute évidence statiques, avec une domination coloniale faite pour durer. En Angleterre, il exista toujours un courant de pensée libérale considérant la colonisation comme devant être transitoire. On cherchait la formation d'une relève élitiste suffisamment acquise à la pensée britannique pour éviter toute rupture brutale et à plus forte raison totale. La France resta pionnière de son idéal assimilationniste, réaffirmé encore à la conférence de Brazzaville en 1944, qui, se refusant à toute idée de rupture, consentit à la formation d'auxiliaires du colonisateur, mais pas à celle de son remplaçant éventuel. Comme le montre Saada 2007, c'est difficilement, aussi, que les magistrats de formation française, donc issus d'une société où depuis 1789 l'égalité juridique des citoyens était la règle suprême, durent s'adapter à des populations où le critère de la race et celui de la caste d'origine gardaient une importance majeure, ce qui était plus évident encore aux Indes. On ne reviendra pas ici sur le rôle des médecins évoqué dans un autre chapitre par Laurence Monet, mais il est évident qu'il fut primordial. Pour la prise en charge de populations insolvables, la solution française fut de faire appel à des médecins militaires, tandis que les Anglais multiplièrent les médecins autochtones, plus infirmiers que véritables médecins, mais dont le concours fut efficace. L'assistance médicale indigène, l'AMI, progressivement instituée dans tout l'Empire à partir d'une première expérience à Madagascar en 1896, était la version coloniale de l'assistance médicale gratuite instituée en métropole pour les indigents en 1893. AMI, comme AMG, relevait d'une logique charitable, et on ne peut relever qu'après 1945, nul n'envisagea de faire bénéficier les anciens sujets devenus citoyens de la sécurité sociale. Dans tous ses écrits, même un Pierre Laroque, pourtant artisan majeur de l'extension de la sécurité sociale, n'en évoque jamais la possibilité. Grand 4, rentabiliser la colonisation. Dans son essai de 1923 sur la mise en valeur des colonies françaises, Albert Sarraut distingue deux âges de l'exploitation des richesses coloniales. Le premier, s'inscrivant dans sa logique d'un pacte n'ayant comme fin que de servir l'intérêt de la métropole et qui s'apparente à une économie de cueillette, s'emparant des richesses des pays conquis, et le second, visant un réel développement bénéfique pour le colonisé comme pour le colonisateur, au prix des investissements indispensables et de l'ouverture internationale. Très schématique, cette vision doit naturellement tenir compte de la diversité des territoires et notamment des différences fondamentales entre colonies d'exploitation et colonies de peuplement, entre pays où le blanc, face à des sociétés organisées, se trouvait en concurrence avec l'indigène, notamment pour la propriété des terres, et ceux qui apparaissaient comme de simples réservoirs potentiels de main-d'œuvre. Dans le premier cas, l'exploitation peut aussi être sommaire que brutale, et Céline, dans Voyage au bout de la nuit, donne une description éloquente du rôle du petit blanc comme commis de la société bordurière du petit Togo. Céline, 1932. Bien que l'écart soit énorme, dit Céline, entre guillemets, les blancs cossus de Fort Gomo, fermez les guillemets, et les commis envoyés survivre dans les postes de traite isolés dans la forêt, tous partageaient une existence très rude qui avait notamment pour contrepartie des revenus plus élevés que ceux que l'on pouvait espérer en métropole, des logements de fonction et, surtout, la disposition de boys. Alors qu'en France, tout ménage petit bourgeois se devait d'entretenir à grand-peine une bonne à tout faire. On disposait dans la colonie de domestiques mâles, luxe réservé ailleurs à la grande bourgeoisie. Le boy est un personnage central de la vie quotidienne à la colonie, d'autant que, ne bénéficiant d'aucune protection légale, il peut être exploité sans limite, logé et nourri au moindre coût. Cet élément indispensable de la vie à la colonie
est tenu pour si insignifiant qu'il n'a guère laissé de traces dans les témoignages. L'évoque incidemment William Boyd dans Un Anglais sous les tropiques, Boyd de 1984, ou Nigel Barley dans Un anthropologue en déroute, Nigel 1994, pour dire combien il était difficile de s'en faire obéir. Les avantages matériels qu'ils étaient bien souvent venus chercher à la colonie ne compensaient que fort mal, pour les Blancs, les difficultés qu'ils avaient à affronter. Céline souligne celles qui menacent leur santé et celles qui font la médiocrité de leur vie sociale. Ainsi écrit-il. Sous le climat de Fort Gomo, les cadres européens fondaient pire que du beurre. La moitié du contingent était toujours à l'hôpital, cuvant son paludisme, farci de parasites pour tout poil et tout repli. Des escouades entières, vautrées entre cigarettes et mouches, à se masturber sur les draps moisis. Ils en bavaient ces pauvres coquins, mêlés aux petits employés de boutique, fuyant les uns et les autres la brousse et les maîtres, traqués. Tout lugubre qu'était l'hôpital. C'était cependant l'endroit de la colonie, le seul où l'on pouvait se sentir un peu oublié, à l'abri des hommes du dehors, des chefs. Vacances d'esclavage, l'essentiel en somme, et seul bonheur à m'apporter. Fermez les guillemets. Malgré ce refuge de l'hôpital, rouvrez les guillemets, la compagnie Port-Durière consommait beaucoup de petits employés blancs dans mon genre. Elle en perdait par dizaines chaque saison de ses sous-hommes dans ses factories forestières au voisinage des marais. C'étaient des pionniers. Fermez les guillemets. Ces dires de Céline ne permettent pas de généralisation systématique, mais il était patent que pendant tout le XIXe siècle au moins, tous les postes sur la côte africaine de l'Ouest étaient de véritables mouroirs pour les Blancs qui y étaient affectés. Quant à la vie sociale, elle était, toujours d'après Céline, d'une totale médiocrité. On cite « L'apéritif durait 3 bonnes heures. On y parlait toujours du gouverneur, le pivot de toutes les conversations. Et puis des vols d'objets possibles et impossibles, et enfin de la sexualité. Les 3 couleurs du drapeau colonial. Les fonctionnaires présents accusaient sans embâche les militaires de se vautrer dans la conclusion et l'abus d'autorité. Mais les militaires le leur rendaient bien. Les commerçants considéraient quant à eux tous ces prébendiers comme autant d'hypocrites imposteurs et pillards. Fermez les guillemets. Le comportement des individus dépendait évidemment de leur plan de carrière. Il ne pouvait être le même chez l'officier qui envisageait de faire toute celle-ci dans les troupes coloniales et chez l'inspecteur des finances, pour qui son passage outre-mer n'est qu'une étape transitoire et valorisante avant son retour dans les hautes sphères de l'administration nationale, comme le montre Nathalie Carré de Malberg, 2011. Tout fut fait durablement pour dissuader les femmes de tenter l'aventure coloniale. Les médecins leur promettaient, non sans vraisemblance, les pires maux. Leur venue fut systématiquement découragée aux Indes par les autorités britanniques. Edwards, 1967. Les seules femmes considérées durablement comme les bienvenues furent les religieuses, sœurs hospitalières ou enseignantes. Dans un rapport à sa hiérarchie, daté de 1923, le directeur d'une plantation en Indochine écrit qu'il faut décourager les jeunes Français de faire venir des épouses de France, car elles ont des besoins difficiles à satisfaire et elles ont tendance à détourner leurs époux de leurs obligations, tandis que des compagnes indochinoises sont une réponse d'autant plus parfaite à leur célibat qu'elles n'interfèrent pas avec leurs activités professionnelles et qu'en tant que petites épouses, entre guillemets, elles n'ont que des exigences limitées. On lit dans la circulaire du 7 juin 1904, je cite, « L'expérience a montré maintes fois qu'il est impossible de maintenir l'ordre dans les campements dès qu'on y admet les femmes. L'espace y est trop restreint et le contact trop intime. Les maîtresses indigènes n'ont au contraire jusqu'à présent donné lieu à aucun embarras, de sorte que nous n'avons aucune raison de leur interdire l'accès des campements. Je dirais même plus, je considère leur admission comme nécessaire. La plupart de nos agents sont jeunes et célibataires. Il ne tarderait pas à mal se porter et à mal travailler si on interdisait les femmes indigènes, ou pour mieux dire, il serait impossible de faire respecter la consigne. » Fermez les guillemets. Particulièrement bien suivi en Indochine, ce conseil conduisit à une multiplication des métis dont la place dans la société coloniale ne fut pas facile à définir, alors même que la Conguet, d'après certains observateurs, en vient, par la force de sa personnalité, à dominer totalement son compagnon. Guillaume, 1995. Pour la source. La dureté de l'existence quotidienne aux colonies ne fut réellement atténuée que par des retours périodiques en métropole qui permirent notamment des séjours dans des villes d'eau, comme Vichy, vouées aux soins des foies altérés par la surconsommation coloniale d'alcool et par des déplacements saisonniers vers des stations d'altitude. Parmi bien des exemples, on peut retenir Kandy, localité déjà célèbre pour les bouddhistes car édifiée autour du temple de la dent de Bouddha et dont les Anglais aménagèrent le lac entouré de palaces et de villas ainsi que le jardin botanique devenu exemplaire. En Indochine, les Français ont laissé derrière eux Dalat,
au cœur d'une campagne plantureuse, aujourd'hui vouée aux cultures maraîchères, accessible par le train, et qui a encore gardé, autour de sa gare, les apparences d'une belle villégiature métropolitaine. La qualité des maisons montre que le colonisateur pensait être là pour longtemps, tout comme l'empereur Baodai, qui y avait fait ériger sa résidence d'été. La seule conclusion qui puisse se dégager de cet aperçu de la condition du colonisateur est qu'elle fut, selon les pays et selon les époques, d'une totale diversité, allant de l'aventure glorieuse à la quotidienneté sordide, de l'engagement généreux et désintéressé de certains acteurs à la recherche impitoyable et souvent cynique des avantages que le système donnait aux colonisateurs sur le colonisé. Chapitre 2. Esclavage, engagismes et coulisses. Histoire des sociétés coloniales au travail, 1850 à 1950, par Jean-François Klein. Début avec une citation. L'esclavage en Afrique n'est aboli que dans les déclarations ministérielles d'Europe. Saute citation. L'esclave ne s'achète plus, il se reproduit. C'est la couveuse à domicile. Fermez les guillemets. Albert Londres, Terre d'ébène, Paris, paru chez Albin Michel, 1929. Introduction. De tout temps, en tout lieu, la colonisation est décrite comme violente, militairement, éthiquement, politiquement, culturellement, parfois même physiquement. L'action de coloniser, sous toutes les formes qui en découlent, a introduit des déséquilibres sociaux profonds, d'hybridation dont sont porteuses les sociétés coloniales. N'en déplaise à ces turiféraires, les sociétés qui en sont issues sont toutes porteuses du déséquilibre primal qu'introduit cette transaction hégémonique, qui accouche violemment d'un système complexe à dimensions multiples, influant sur les sociétés des colonisés comme sur celles des colonisateurs et qui agit encore, au-delà des indépendances, sur les colonies et les métropoles par effet de réverbération. Dans ce rapport de force inégale, qui n'exclut pas les accommodements les plus divers, la dimension économique est, comme le rappelait dès 1951 Georges Ballandier, l'une des clés essentielles pour comprendre les rapports coloniaux en situation. De fait, les colonies n'existent que par rapport à la métropole conquérante et pour elle. L'exploitation de ses ressources, agricoles, minières et fiscales, mais aussi comme outil de puissance, les deux aspects ne pouvant être séparés l'un de l'autre, est à l'origine même du rapport colonial. Se pencher sur la question du travail est donc essentiel, ce que nous avons tenté d'esquisser rapidement dans les lignes qui suivent. En 1974, Hugh Tinker publie A New System of Slavery, The Export of Indian Labor Overseas, 1830-1920. Le titre établit un lien immédiat entre l'esclavage et l'engagisme indien considéré comme une nouvelle forme de traite négrière, à laquelle il fut pourtant amené à se substituer. Déjà en 1930, les Jauniers, histoire vraie, publié par Paul Monet, un ancien officier au service géographique de l'Indochine devenu ardent défenseur de la cause des Annamites, avait attiré l'attention sur les conditions épouvantables du trafic humain destiné à pourvoir en main-d'œuvre les plantations des VA, de Cochinchine, celles de café et les mines d'étain du Laos ou encore les possessions françaises dans le Pacifique. On précise que les Annamites sont le nom qui était donné aux Vietnamiens dans l'Indochine française. Un an après la réquisition de Monet, Ivan Schultz, à son tour, décrit dans son roman « Dans la griffe des Jauniers » le calvaire des coulisses tonkinois envoyés en Cochinchine et au Cambodge. 2 ans plus tard, en pleine dépression mondiale, la journaliste André Violis, préfacée par André Malraux, écrivait dans Indochine SOS des lignes terribles sur l'exploitation de la main-d'œuvre indigène allochtone, comme Albert Londres l'avait fait en 1929 au sujet du travail forcé sur les chantiers ferroviaires africains, lorsqu'il avait publié avec une plume trempée au vitriol Terre d'ébène. La critique de ces formes de travail abusives n'était en fait pas simplement conjoncturelle. Déjà en 1860, un fonctionnaire des Indes néerlandaises, Edward Douwes Dekker, sous le pseudonyme de Multatuli, dénonçait dans son roman Max Havelaar les gains considérables tenus par l'exploitation de la main-d'œuvre javanaise travaillant sur les plantations de café de la Compagnie commerciale des Pays-Bas. Régulièrement, la presse et les romans coloniaux rappelaient les exagérations de la société coloniale, fournissant aux nationalistes et aux agents du Comintern la preuve de la violence capitaliste aux colonies, et liant ainsi lutte des classes et lutte des races, afin de mobiliser les masses rurales vers les libérations à venir. Ces différents ouvrages mettent aussi tout l'accent sur l'importance de la circulation des travailleurs sous contrat dans le cadre des empires coloniaux et, parfois, au-delà. L'essentiel de ces transferts de main-d'œuvre sous contrat, souvent léonins, est, de fait, intrinsèquement lié à l'expansionnisme occidental, puis américain et japonais à travers le monde, induisant du même coup une forme accélérée de mondialisation. C'est au XIXe siècle que se produit une brutale accélération des échanges de l'économie de traite, entre guillemets.
main-d'œuvre pour exploiter localement, dans le cadre des colonies, les matières premières destinées aux manufactures métropolitaines. Or, généralement, les colonies d'exploitation, principalement regroupées dans les zones intertropicales, hormis quelques rares exceptions, sont encore peu peuplées. D'où la nécessité d'y conduire les forces humaines capables d'y travailler dans des conditions particulièrement pénibles. Ces formes de mise en relation forcée d'espaces du globe ne sont pas si nouvelles, n'en déplaise à une historiographie forgée au XIXe siècle pour, précisément, tenter de se disculper de la faute originelle que représente le phénomène économique et social des traites négrières, rendu immoral par les églises et les ligues anti-esclavagistes. De fait, elle demeure un legs de systèmes commerciaux complexes mis au point durant les 2 siècles précédents et qui, dans certains endroits, perdurent jusque dans le dernier tiers du XIXe siècle, avec tous les effets que cela peut induire. La traite négrière, qualifiée un peu rapidement d'Ancien Régime et officiellement abolie par le Concert des Nations en 1815, prospère illégalement de longues années, parallèlement à la traite légale des marchandises, pour lui céder finalement la place. Du fait du manque de main-d'œuvre induit par l'abolition de la traite négrière, puis du travail servile, l'engagisme et le coolie trade, en puisant dans les réservoirs africains, indiens, chinois, puis javanais et vietnamiens, fournissent les hommes nécessaires à une mise en valeur des colonies, dévoreuses de main-d'œuvre. Ainsi, dès le XIXe siècle, les migrations de travail liées à l'engagisme, numériquement plutôt sino-indien, constituent un mouvement migratoire d'une importance considérable pour l'histoire mondiale et celle des sociétés coloniales. Elles sont, au moins, aussi importantes que les vastes mouvements de populations européennes du XIXe siècle, s'installant dans ce que l'on appelle alors des colonies de peuplement, comme l'Afrique du Sud britannique, le Sud-Ouest Africa allemand ou l'Algérie française. La présence de travailleurs et négociants originaires d'Asie orientale et méridionale, en mer de Chine méridionale et sur tout le pourtour de l'océan Indien, très ancienne, largement antérieure à la colonisation européenne, est doublée dans la seconde partie du XIXe siècle et la première du XXe siècle par des vagues d'engagés insérés dans un système. L'engagisme, plus connu sous le nom anglo-saxon de coolie trade, c'est-à-dire le commerce-transport de la main-d'œuvre asiatique sous contrat de travail. Il ne s'agit alors plus d'une immigration qui se fait par vagues progressives, mais au contraire un phénomène migratoire rationalisé à très grande échelle. En moins d'un siècle, des millions de coolies originaires d'Asie, sont transportés à la demande des colons occidentaux ou de riches compatriotes, comme les Chinois Babas des détroits, afin de remplacer dans leurs plantations les esclaves récemment affranchis, principalement en Afrique du Sud, aux Antilles et à l'île Maurice, mais aussi pour voir les plantations et les mines qui s'ouvrent dans les colonies acquises après 1850. Un nouveau système oppressif était né, rappelant insidieusement l'esclavage dont il est issu, qui, assez rapidement, s'en détache dans son essence, mais pas toujours dans sa pratique. De fait, par sa charge sémantique même, le système de l'engagisme ou traite des coolies se distingue du travail servile. Le mot coolie est à l'origine appliqué aux travailleurs indiens. Il s'agit en effet d'un mot provenant du tamil coolie, signifiant salaire, car les coolies sont bien des salariés, c'est-à-dire des travailleurs sous contrat. La vague migratoire indienne est vite doublée par une vague migratoire chinoise, et les occidentaux prennent l'habitude par facilité de langage, du fait de l'antécédent indien, de nommer coolies l'ensemble des travailleurs asiatiques, chinois, indiens, japonais, puis tonkinois et javanais. Le mot est même traduit en cantonais et signifie, en utilisant les clés idéogrammatiques chinoises, force de peine. Un coolie est donc une personne qui travaille librement de ses mains pour un salaire fixé par les termes juridiques d'un contrat. Au sens ancien de la langue française, c'est un manouvrier, un manœuvre. Il ne s'agit donc pas d'un esclave, travailleur par définition non libre. La grande phase d'immigration prolétarienne indienne et chinoise à travers le monde débute dans les premières décennies du XIXe siècle et se poursuit jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale pour les Indiens et jusqu'à la veille de la Seconde Guerre mondiale pour les Chinois. Tout d'abord, elle répond aux besoins de main-d'œuvre des plantations sucrières, au lendemain des abolitions des traites négrières et de l'esclavage, s'imposant dans les zones intertropicales, au détriment des autres sources d'immigration, en particulier européennes, qui se concentrent principalement dans les zones tempérées. Nous tenterons ici de comprendre les causes, les faits et les conséquences d'une telle opération migratoire sur les sociétés coloniales, en essayant d'aborder les conséquences morales, sociales et économiques de ce long processus qui est l'une des clés de lecture essentielles pour comprendre le multiculturalisme et son usage politique à des fins de contrôle social par les autorités coloniales, l'une des marques essentielles des sociétés coloniales. Ces questions se répétant inlassablement, avec des petites variations en fonction des chronologies et des espaces, que ce soit dans les îles à sucre, de l'océan Indien ou des Antilles, dans les nouvelles possessions à l'instar de la Malaisie britannique,
des plantations internationales de l'île néerlandaise de Sumatra, ou encore en Afrique dans les mines de diamants de la De Beers Company de Cecil Rhodes. Grand 1. Les causes du coolie trade. Grand A. La fin de la traite négrière. La fin de la traite négrière et de l'esclavage est l'une des premières explications de ce phénomène. Lorsque la traite négrière est rendue illégale dès 1807 par la Grande-Bretagne et dans les colonies dont les États promulguent ensuite au fur et à mesure l'interdiction du trafic d'esclaves, les planteurs doivent compter sur le solde naturel positif de la natalité servile pour assurer la reproduction du bétail humain. Par exemple, dans l'océan Indien, à La Réunion, les esclaves originaires d'Afrique passent de 59 000 individus en 1825 à 71 000 en 1830. Mais en 1848, la population servile tombe à 60 000 âmes. En dépit de la traite interlope, l'arrivée de nouveaux entrants se fait plus rare, dès lors que la répression maritime devient efficace à partir de 1825. Lorsque l'on introduit des primes à la capture et que les esclaves libérés sont expédiés vers les colonies sucrières après avoir été obligés de signer un contrat d'engagement. Lorsque Victor Schuyler fait voter le 27 avril 1848 la loi abolissant l'esclavage en France et dans ses colonies, la situation des planteurs est devenue critique. Malgré ces mesures abolitionnistes, la traite perdure en certains points du globe. Le négoce est juteux, et certains pays n'ont encore rien ratifié, en particulier le Portugal et le Brésil, d'où un intense transfert de population d'Angola et du Mozambique vers le Brésil, jusqu'à ce que Rio impose en 1888 la loi d'or mettant fin au commerce servile. Avant cette date, les négriers continuent, dès qu'ils le peuvent, à ravitailler les plantations en esclaves. Les patrouilles des marines abolitionnistes font monter les prix, ce qui ralentit la demande tout en encourageant évidemment la contrebande. Cette traite, plus ou moins clandestine, perdure tant que la demande des propriétaires terriens reste importante, car le système économique des grandes exploitations, les plantations, est fondé sur l'esclavage. Parallèlement, une nouvelle réflexion, menée depuis les physiocrates, poursuivie par les saint-simoniens, estime qu'il faut mettre en valeur, c'est-à-dire développer au profit de la métropole coloniale, les territoires subsahariens eux-mêmes. Inutile donc de transporter dans d'atroces conditions et de façon finalement peu rentable la main-d'œuvre au loin. La colonisation de l'Afrique continentale est déjà en germe comme l'attestent les premières plantations d'oléagineux des côtes de la Gold Coast britannique et celles d'arachides des territoires sénégalais conquis par Faidherbe sous le Second Empire. Désormais, la main-d'œuvre africaine est occupée sur place, parfois dans le cadre de travail forcé, et ce jusqu'à la veille des indépendances dans certaines colonies. Cependant, la traite n'a pas favorisé de fort peuplement. Les Antilles, qu'elles soient françaises, britanniques, espagnoles ou néerlandaises, auraient reçu entre 7 et 8 millions d'esclaves déportés d'Afrique. À cette ponction considérable, on doit ajouter les effets de la traite orientale, arabo-musulmane, et ceux de l'esclavage intracontinental qui va permettre, au nom de la lutte contre celui-ci, de fournir un prétexte moral à l'expansionnisme européen sur le continent africain dans le dernier tiers du XIXe siècle. Grand B, la crise du sucre et de la main-d'œuvre. En 1848, la traite illégale a vécu. Il aura tout de même fallu 3 décennies pour arriver à stopper les principaux flux. Pourquoi un tel laps de temps? Simplement parce qu'à la fin du XVIIIe siècle, sur les plantations, société fermée de laquelle on ne sort pas, la proportion d'esclaves oscille entre 85 et 95% de la population totale. L'agriculture tropicale dépend totalement des bras serviles. De plus, du fait de l'accroissement des cultures spéculatives, canne à sucre, café, coton, indigo, les besoins en main-d'œuvre ne cessent de croître. Principal responsable, le développement de l'industrie sucrière qui devient dominante, aboutissant parfois à la monoculture dans certaines îles. Ce mouvement est d'autant plus important qu'en 1809, la France a perdu Saint-Domingue, qui fournissait la majeure part du sucre pour la métropole, d'où une fièvre productrice dans les autres possessions tropicales françaises. Or, la culture de la canne est dévoreuse de main-d'œuvre. En reprenant l'exemple de l'île Bourbon, La Réunion, la surface cultivée en canne a représenté 13,5% des terres mises en culture en 1826. Elle passe à 62% en 1853 et 68% en 1860. Et cette progression s'observe partout. L'abolition de l'esclavage coïncide avec une explosion de la demande de bras et des surfaces plantées. À cela s'ajouteront, au cours de la seconde moitié du XIXe siècle, l'essor de la production minière. De nouveaux produits de plantation, palmiers à huile, cocotiers puis EVA, et de grands travaux d'infrastructures portuaires, ferroviaires, routières, etc., destinés à favoriser l'extraversion des économies coloniales. En dépit du recours à l'animal et au moulin à vapeur, c'est principalement la culture de la canne qui exige une main-d'œuvre considérable. Ainsi, en Jamaïque,
on comptabilise près de 254 000 esclaves vers 1830, tandis qu'en Martinique, l'exploitation sucrière en 1852 nécessite en permanence une présence de 37 000 travailleurs. Parallèlement, la concurrence du sucre de betterave métropolitain oblige les planteurs créoles à faire produire toujours plus, alors qu'en synchronie, les États européens, progressivement gagnés au libéralisme, abolissent les uns après les autres les droits sur les sucres étrangers. La protection douanière, essentiellement pour l'ensemble du monde caraïbéen, ne joue désormais plus. Ceci explique le boom de la canne à sucre dans l'océan Indien mais aussi au Brésil, dans les Guyanes, à Java, en Inde, en Chine du Sud et en Cochinchine. D'où un besoin impérieux en main-d'œuvre qui doit se gérer à l'échelle du globe. L'effet ciseau est ici évident. Alors que la répression de la traite entraîne la réduction d'entrées clandestines d'esclaves aux colonies, tout en augmentant leurs coûts, le renouvellement générationnel ne se fait plus dans les plantations et le vieillissement de la population servile se fait sentir alors que les besoins n'ont jamais été aussi importants. Progressivement, les planteurs recourent à d'autres sources de recrutement. La première est d'employer sur place les anciens esclaves libérés. Dès 1833, les colonies britanniques se dotent d'une mesure visant à limiter la crise de l'emploi en obligeant les esclaves adultes libérés à entreprendre une période d'apprentissage, l'apprenticeship, auprès de leurs anciens propriétaires pour une période de 5 à 10 ans. Le propriétaire pouvait mettre fin de son propre gré à l'apprentissage des travailleurs qui avaient le droit de racheter leur liberté lorsqu'ils le pouvaient. L'apprenti vivait aux frais du maître et lui devait respect et travail honnête. Si Garavelou, page 28 pour la source. La crainte des planteurs était de voir les Noirs déserter les plantations et la surveillance fut exacerbée. L'administration, peu entraînée à surveiller les abus, laissa souvent perdurer quelque chose qui ressemblait beaucoup à l'ordre ancien. Au bout du compte, l'apprentissage déçut toutes les parties intéressées. Ce système connut de nombreuses variantes dans son application, mais, généralement, il permit de « faire la soudure » entre guillemets, entre deux époques. Si les Blancs ou libres de couleur obtinrent des États métropolitains des dédommagements, leur évitant une ruine immédiate, il n'en alla pas de même des ex-esclaves qui ne purent acheter des terres. Sans ressources, ils n'avaient le plus souvent d'autre choix que de se faire manœuvre, car le vagabondage entraînait souvent l'emprisonnement. Si les Hollandais adoptèrent aussi l'apprentissage pour une durée de 10 ans dans leur possession caraïbéenne, de 1862 à 1872, les désagréments de l'expérience britannique expliquent largement la raison pour laquelle les Français n'appliquèrent pas ce système après 1848. Comment alors maintenir la main-d'œuvre sur leurs terres? Ils proposèrent un système intermédiaire, assez proche du servage médiéval. L'esclave libéré restant sur la plantation signait un contrat d'association, bénéficiait d'une case et d'un lopin de terre, son jardinet, en échange de quoi il travaillait pour son patron. Dans ce système, les bénéfices étaient partagés aux tiers. Un tiers était consacré aux frais d'exploitation, un tiers au patron et un tiers au métayer. Ce système qui aurait pu fonctionner fut brisé net par les abolitionnistes qui voyaient une persistance de l'esclavage. Ils obligèrent l'administration à faire respecter le principe de la liberté du travail et le régime du droit commun pour les libres. C'est à peu de choses près le système pratiqué par les Hollandais à Java, par le gouverneur Van den Bosch, à partir de 1830 dans le cadre du système de culture, le cultuurstelsel, qui oblige les paysans javanais à consacrer plus d'un cinquième de la terre et de leur travail aux cultures d'exportation, thé, épices, sucre, indigo, café, tabac. Les produits ainsi obtenus étaient propriété de l'État néerlandais. La dureté du système, qui sera ensuite fortement décriée aux Pays-Bas, s'explique en partie par le fait que les Hollandais abolirent l'esclavage seulement en 1862, en dépit des pressions des ligues protestantes. Finalement, quel que fût le système, la fin de l'esclavage se traduisit, presque partout, pour des raisons multiples, par une crise majeure de l'emploi, même si certains libérés continuèrent à travailler sur les plantations car ils bénéficiaient de la case et d'un jardinet dont ils avaient l'usufruit tant qu'ils étaient salariés sur place. Cette pression de la plantocratie fut surtout efficace dans l'espace caribéen, là où l'occupation du sol était la plus achevée, ne permettant pas aux nouveaux libres de trouver une terre à cultiver, même sous forme de fermage. En d'autres endroits, ce fut le métayage qui permit aux ouvriers agricoles de trouver de quoi vivre et aux patrons de faire fonctionner l'économie de plantation, au point que dans certaines îles, comme Tobago ou Sainte-Lucie, la production de sucre augmenta durant la première décennie suivant les abolitions. Un autre effet des abolitions, principalement dans les Antilles, fut un important courant migratoire des anciens ouvriers serviles vers les villes où ils se firent artisans, boutiquiers, colporteurs, portefaix ou domestiques. Cependant, il ne faut pas exagérer les transferts vers les villes dont la population évolue peu.
L'essentiel des anciens esclaves restent des ruraux, soit près de 70% de la population totale. Ceux qui n'allèrent pas en ville tentèrent, lorsque la pression agraire n'était pas trop forte, de s'installer dans les savanes pour y pratiquer de l'agriculture de subsistance, comme ce fut le cas en Guyana, Suriname, Guadeloupe, Martinique ou Jamaïque. En Guyane britannique, l'exode vers les périphéries rurales prit une grande ampleur, au point de participer à la fondation de nouveaux villages autonomes de l'économie dominante. Certains migrèrent vers les États-Unis, ou vers d'autres colonies, où l'on savait les salaires plus élevés et les conditions de travail plus intéressantes, ce qui contribua, pour partie seulement et jamais de façon satisfaisante, à rééquilibrer le bassin d'emploi caraïbéen. Quoi qu'il en soit, au lendemain des abolitions, la main-d'œuvre était globalement rare, imprévisible, peu efficace et chère dans les colonies sucrières. Nous dit Singaravelou, page 36. Ébranlant l'économie de la plantocratie, ainsi, à la Guadeloupe, la production sucrière passe de 31 800 tonnes en 1847 à 17 226 tonnes en 1853. Les échanges commerciaux pour les Antilles françaises passent de 104 millions de francs en 1847 à 53 millions en 1848. Vu l'ampleur de la crise, l'immigration devient une priorité pour les administrateurs coloniaux et les planteurs. Là encore, plusieurs solutions furent testées. Grand 2. L'engagisme. Un remède à la crise de la main-d'œuvre servile. Grand A. Le recours aux Européens et le retour des Africains. Les planteurs font alors appel à la main-d'œuvre européenne. L'échec est patent. Écossais, Allemands ou Irlandais ne parviennent pas à se faire au labeur tropical, ce qui contribua très largement à répandre l'idée que les tropiques étaient mortifères aux Blancs qui ne pouvaient émigrer que vers des pays tempérés. D'où aussi l'idée qu'il y avait des races qui étaient faites pour tel ou tel climat. Ainsi, dans les plantations caribéennes, on essaya bien de faire venir quelques centaines de Portugais, originaires pour la plupart de Madère, réputés durs à la tâche et travaillant déjà à la canne. Échec là encore. Partout, les Européens se révélèrent de médiocres travailleurs agricoles, jugés paresseux et alcooliques. À l'expiration de leur contrat, ils quittèrent les plantations, ne rembarquèrent pas et devinrent boutiquiers et colporteurs. Dans les Antilles françaises, cette immigration était considérée comme une véritable plaie et une calamité par les autorités coloniales qui tenaient à maintenir l'image du blanc riche, puissant et ne travaillant pas de ses mains au risque de voir se développer des séditions parmi les Noirs contre la race des maîtres. Confrontés à l'insuffisance de la main-d'œuvre locale et l'échec de l'acclimatation des Européens, certaines colonies recoururent à l'engagisme africain. Cette forme intermédiaire entre la traite et l'engagisme asiatique débuta dans les colonies britanniques en 1841. On puisa parmi les esclaves libérés au large de l'Angola ou du Mozambique par les équipages des croiseurs de la Royal Navy ou bien parmi ceux installés en Sierra Leone. Tout ceci en dépit de l'ire des abolitionnistes britanniques et de la crainte d'être accusés par les autres puissances européennes d'esclavagisme déguisé. L'immigration africaine se déroula sur plus d'un quart de siècle, soit une génération, de 1841 à 1867. Il y eut deux phases d'apogée, de 1848 à 1850 et à la fin de la décennie 1860, correspondant à l'expansion des traites brésiliennes et cubaines et aux importantes captures de navires négriers. L'abolition de l'esclavage aux États-Unis en 1862 et le traité de Washington proclamant la coopération navale anglo-américaine dans la lutte contre la traite furent à l'origine du déclin puis de l'arrêt de l'immigration des travailleurs africains libérés. De 1841 à 1867, ce furent près de 35 000 Africains libres engagés sous contrat qui entrèrent dans les colonies britanniques. De son côté, la France, qui ne disposait pas de l'immense réservoir de main-d'œuvre anglo-indienne et encore peu active en Chine, se tourne à son tour vers l'engagisme africain, à partir de ses comptoirs du Sénégal et du Gabon, afin de pourvoir les Antilles. Conscients de ne pas lutter à armes égales avec les Britanniques qui contrôlent l'essentiel de la masse humaine indienne et ont une longue expérience de la Chine, les Français font alors de l'engagisme africain un moyen de pression sur Londres afin que les Anglais les autorisent à développer l'engagement dans le Raj indien à destination des colonies françaises où les coulisses serviraient de statut de sujet ou de protégé britannique. Cependant, des directives très strictes interdisent le départ sous contrat ou volontaire de sujets indiens vers des colonies françaises. Le départ de Calcutta était réservé au détroit Malais et à Maurice, tandis que ceux de Madras et Bombay l'étaient exclusivement aux Antilles britanniques. En raison de coûts de transport moins élevés d'une part, et d'autre part des relations tendues avec les Anglais, les Français favorisent alors l'immigration africaine libre sous contrat. L'enjeu est de taille, comme en témoigne la lettre qu'écrit au ministre de la Marine le gouverneur de la Réunion, le contre-amiral Raymond de Verninac de Saint-Maur. Ouvrez les guillemets.
L'émigration africaine peut seule fournir aux besoins de toutes nos colonies. Si l'humanité a fait abolir la traite des Noirs, l'humanité veut que les Blancs vivent. Or, les Blancs de nos colonies ne peuvent vivre que par le travail des hommes de couleur librement engagés, convenablement rétribués et bien traités pendant leur engagement. Fin de citation. Weber, page 151. Dès 1850, Paris autorise les planteurs réunionnais à recruter des Noirs en état de liberté préalable. 3 ans plus tard, le recrutement d'Africains, engagés librement entre guillemets, est autorisé sur la côte occidentale d'Afrique, en faveur de la Guyane et des Antilles. Cependant, le chiffre est peu important. 3000 pour la Guyane, 1200 pour les Antilles. De l'autre côté du globe, dans l'océan Indien, des engagés libres, en provenance de Zanzibar et des Comores, où se trouve l'un des grands foyers de la traite orientale, mais aussi des côtes malgaches, se développent à partir de 1855. Cependant, les conditions d'engagement, largement suspectes, ne contribuent pas à jeter une lueur humaniste sur le recrutement des nègres libres sous contrat. Jusqu'à la veille du traité de 1860, les Noirs recrutés équilibrent l'arrivage des coolies chinois et, surtout, indiens, sur lesquels veillent jalousement les autorités britanniques des Indes. En 1857, la crise du recrutement est telle que Napoléon III, pressé par les planteurs, finit par autoriser, entre guillemets, le rachat aux négriers et aux roitelets nègres, leurs esclaves, les affranchir pour les embarquer à destination de nos colonies, où ils sont placés sous le régime de la législation du travail établie en vigueur. Weber, page 152. Entre 1857 et 1861, ce sont près de 10 000 Congos libres qui gagnent les Antilles sur les navires de l'armateur marseillais Régis. Le gouvernement contrôle sévèrement ces opérations, de façon à éviter tout soupçon de traite déguisée. Cela n'empêche pas le déchaînement de la presse anglaise, malgré les efforts évidents des Marseillais pour démontrer que leurs navires ne sont pas des négriers déguisés. Il faut dire qu'ils héritent de la sinistre réputation de l'engagisme africain de l'océan Indien, véritable relais de la traite orientale. 1859 marque en France la fin de l'engagisme africain. Il faut dire que celui-ci n'est qu'un pis-aller. En effet, les Français ont déjà apprécié les contrats avec des coolies indiens ou chinois, et c'est faute de mieux qu'ils se rabattent sur l'Afrique subsaharienne, tandis que les Britanniques usent depuis des décennies de la main-d'œuvre sous contrat asiatique. L'un des effets indirects du traité de libre-échange franco-britannique de 1860 fut d'ouvrir aux Français le réservoir de main-d'œuvre indien. Grand B, l'organisation du Coolie Trade sino-indien. Désormais, c'est dans les Indes et en Chine que les Européens recrutent leur portefeuille. La transplantation de main-d'œuvre de travail originaire de ces pays commence dès le XVIIIe siècle, à destination des royaumes et sultanats de l'Asie du Sud-Est, où elle est le fait de riches négociants chinois de la diaspora, dits Peranakan dans le monde malais, Baba dans les détroits, Mestizos aux Philippines ou Oa au Vietnam. En dépit du décret impérial de 1718, qui faisait de l'abandon du sol natal le troisième des 10 crimes capitaux chinois. Les migrations vers le Nanyang, les mers de Chine, ne furent jamais réellement affectées. L'un des premiers facteurs des migrations réside dans la pression démographique. La population est passée, entre 1651 et 1860, de 60 à 450 millions d'individus. La famine de terre se traduit par une extrême paupérisation. 2% de la population reçoit 23% du revenu impérial. Ce déséquilibre est davantage accentué au sud qu'au nord du pays, ce qui explique pour une large part que les provinces côtières méridionales, tournées vers le commerce ultramarin, furent des régions traditionnelles d'immigration, le Fujian, le Guangdong et le Hainan. Les tensions internes à la société chinoise et les aléas climatiques furent aussi de puissants motifs favorisant le départ vers des ailleurs plus prometteurs. Ces migrations proscrites mais régulières sont généralement organisées dans le cadre des bangs, des réseaux sociaux communautaires ayant une base dialectale en fonction de la région d'origine. Les ouvriers sont employés dans les plantations de camphriers, poivriers ou dans les mines d'étain et de pierres précieuses locales. En Asie du Sud-Est, le recours à la main-d'œuvre chinoise est donc antérieur à la colonisation. Il est simplement amplifié et généralisé au fur et à mesure que les espaces insulindiens et péninsulaires entrent dans le cadre d'empires coloniaux, mais sans que les Européens ne puissent réellement se passer de compradores, de riches chinoises intermédiaires entre blancs et populations locales, malaises, birmanes, siamoises, khmères ou vietnamiennes. C'est ainsi que, paradoxalement, croît et se développe une communauté chinoise à Calcutta, au cœur du plus grand port de l'engagisme coolie indien. Macao, possession portugaise depuis 1553, était depuis longtemps un haut lieu de l'engagisme clandestin. Le premier transport de recrutés chinois,
Hors des mers de Chine est daté de 1810 à destination du Brésil. Cependant, les flux humains restent peu importants. En 1833, après la découverte de plants de thé en Assam, à la frontière entre Bengale et Birmanie, l'Assam Tea Company affrète en 1838 des navires et fait venir quelques centaines d'immigrés chinois spécialistes de la culture du thé, afin de l'y développer sur place, puis de là à Ceylan, où les Britanniques transportèrent des milliers de coolies tamouls hindouistes, bouleversant du même coup la population singalaise bouddhiste qui vécut cela comme un traumatisme obsidional. D'autres Chinois suivirent afin de poser les rails de l'East India Railways et des autres compagnies ferroviaires birmanes, alors que les Indiens furent préférés pour les travaux agraires. Toujours en 1838, des navires chargent des coolies à destination de Maurice, de la Guyane britannique, de Trinidad et de la Jamaïque, conséquence de l'émancipation des esclaves. Tout est arrêté par la couronne l'année suivante à cause des sévices subis par les Chinois, alors que commence la première guerre de l'opium. Signe de l'importance qu'accordent les Britanniques à la question du recrutement de travailleurs. Ceux-ci préfèrent, lorsqu'ils le peuvent, conserver la main-d'œuvre indienne sur place pour assurer la mise en valeur de l'Inde. L'une des clauses du traité de Nankin, en 1842, consistait dans la liberté d'embarquer de la main-d'œuvre chinoise sous contrat. Pékin refusa, et il fallut aux Anglais attendre la seconde guerre de l'opium de 1856 à 1860, pour qu'un décret impérial finisse par légaliser l'engagisme qu'entre-temps, Anglais et Français avaient imposé dans le cadre du système de cantons. De fait, l'embarquement de coolies se faisait en toute illégalité. Parmi les ports ouverts, la plupart, mis à part Shanghai, sont les principaux ports des grandes filières migratoires, Hakka, Cantonais, Teochew, Fujian, Hananais, Canton, Amoy, dans le Xiamen, et Fuzhou. On y déchargeait l'opium indien contre du thé, de la soie et des Chinois. De fait, la corruption des fonctionnaires impériaux dans les ports de la Chine du Sud rendait possible le commerce des cochons de lait entre guillemets, à grande échelle. On note que c'était le terme chinois désignant la traite des coolies. Par ailleurs, la révolte des Taiping, qui déchaîna une incroyable violence en Chine centrale, elle fit de 1851 à 1864 près de 55 millions de morts, celle des Hui, musulmans du Xinjiang et du Yunnan, et la guerre des Puntis qui ravagea le delta de la rivière des Perles, dans le Guangdong, opposant les Hakka aux Cantonais, fut près de 100 000 morts. Ces événements furent de solides motifs qui contribuèrent à remplir les cales des transporteurs de misère, sans compter des pratiques d'enlèvement brutaux qui donnèrent à l'engagisme très mauvaise presse, tant en Europe qu'en Chine. Tous les moyens étaient encore bons pour les recruteurs chinois pour rassembler leurs engagés dans de véritables camps de concentration humains dans les ports ouverts, à Hong Kong ou Macao. Il faut dire que l'affaire est lucrative. Si un recruteur chinois touche 300 francs par tête sur les plantations de Cuba ou dans les trous de guano du Pacifique, le coulis atteint la somme de 1750 francs. Enfin, en dépit des discours officiels réitérant les interdictions de quitter le territoire impérial, dans le cas des rebelles Taiping, les autorités mandarines favorisèrent parfois leur départ en masse, ne laissant à ces hommes que cette alternative à la peine capitale. Si Canton et Macao permirent les premiers départs, le port anglais de Singapour permit dès les années 1840 de favoriser des envois de coolies outre-mer à destination des colonies françaises et britanniques, comme celui, espagnol, de Manille à destination de Cuba. Il faut voir là l'étroite collaboration entre les dirigeants des principaux bangs locaux et les autorités administratives coloniales. Le flux devient alors plus régulier à destination des îles à sucre, que ce soit dans l'océan Indien ou dans la Caraïbe. Cuba reçoit son premier contingent de coolies chinois en 1847, en provenance des Philippines, puis, à partir de 1850, de Macao, de Swatov, dans le Shantou, et d'Amui, dans le Xiamen, d'où partirent plus de 120 000 coolies, jusqu'en 1874. Quant aux îles Hawaï, elles reçurent d'Amui 30 000 coolies entre 1850 et 1855, tandis que Tahiti vit débarquer, en 1866, les 300 premiers Hakka en provenance de Hong Kong. De 1863 à 1870, les départs vers l'Amérique latine furent nombreux. 251 navires, naviguant sous 18 pavillons différents, acheminent 94 249 coolies, dont 54% vers Cuba et 46% vers le Pérou. 29% de ces « jauniers » entre guillemets sont des Français qui trouvent là moyen de recycler les navires négriers équipés pour le transport humain. Mais l'on trouve aussi des Italiens, des Espagnols ou des Portugais et, surtout,
des pavillons sud-américains, Chili, Pérou, Colombie, San Salvador. L'émigration chinoise de travail sous contrat prend une ampleur considérable vers Cuba et le Pérou, mais elle est brutalement arrêtée par les autorités chinoises, révulsées par les conditions de travail que l'on fait subir à leur sujet. La protection des travailleurs est alors au cœur des négociations et instaure l'une des premières réglementations du Code de travail à l'échelle internationale. De fait, les conventions françaises et anglaises, puis américaines, réglementent à partir de 1860 fortement le coolie trade et les conditions de l'engagisme qui gagnent alors en puissance. Cependant, jusque dans les années 1860, le quota de migrants restait globalement faible si on compare à celui de l'Inde britannique. C'est le décret impérial de 1893 qui autorise le départ des hommes et des femmes qui lui donne ensuite une ampleur inégalée. Comme dans le cas chinois, le recours à la main-d'œuvre indienne n'est pas une invention de la seconde moitié du XIXe siècle. Dans le cadre des colonies françaises, le premier déplacement de travailleurs indiens sous contrat de Pondichéry à l'Île-de-France remonte à 1735. Seuls les Mascareignes étaient alors touchés, du fait de leur proximité avec le sous-continent. Cette première tentative se solda par une désillusion. Les Indiens étaient jugés, entre guillemets, paresseux et incendiaires lorsqu'ils étaient maltraités. Fermez les guillemets. Dans le contexte d'une société servile, les engagés n'étaient guère mieux considérés que les esclaves et se révoltèrent. On observe les mêmes réactions de la part des Chinois, peut-être encore plus violentes, ce qui fit qu'on leur préféra souvent les Indiens, jugés tout de même plus dociles entre guillemets. Leur contrat de 5 ans achevé, les survivants restèrent sur place, s'engageant comme ouvriers ou domestiques. Parallèlement, le gouverneur général des Indes orientales, installé à Pondichéry, interdisait le recrutement des Indiens à cause des mauvais traitements dans les transports et dans les plantations où l'esprit esclavagiste ne correspondait pas à la notion d'engagement de travailleurs libres. Si, par à-coup, le recrutement reprit à destination des îles Maurice et de Bourbon, il est de nouveau suspendu en 1839. Il n'eut donc pas d'effet d'entraînement. Ce furent juste des essais. Les Mascareignes anglaises et françaises, proches de l'Inde, sont donc les premières îles à sucre à organiser le recrutement de travailleurs contractuels. La mise en place du système d'immigration fut souvent longue et difficile, et l'objet d'une réglementation précise, complexe et souvent contradictoire. Les premiers engagements se faisant en Inde de façon sauvage, sans aucune réglementation. Les recrutés l'étaient, souvent, contre leur gré, et rien ne les protégeait des mauvais traitements. Le transport s'exerçait dans de mauvaises conditions, sans parler des traitements infligés par les planteurs, assimilant leurs coolies aux esclaves. De façon récurrente, que ce soit dans le cas des engagés indiens ou chinois, est pointé le mauvais traitement des coolies en mer, coups, sévices physiques et psychologiques, rappelant les pires moments de la traite. Dans les colonies, le planteur, habitué à traiter les hommes de couleur comme des êtres de seconde zone, conserve longtemps des habitudes esclavagistes. Les conditions du contrat sont régulièrement violées. Horaires prolongés, engagés battus, fouettés, forcés à travailler dans des conditions inhumaines. Les critiques commençaient à se multiplier, y compris de la part des hauts commis de l'administration impériale. Londres hésitait sur les formes d'encadrement. Devait-il être placé sous le contrôle du gouvernement, ou seulement le fait de l'initiative privée? Et il finit par légiférer. Présentant finalement trop d'inconvénients pour être perpétuée, l'immigration libre est arrêtée. Son principal défaut était de ne fournir qu'un nombre limité d'immigrants. L'encadrement de l'État devenait donc nécessaire. Par ailleurs, le recrutement, le transport et l'entretien de dizaines de milliers de travailleurs étrangers nécessitaient d'énormes capitaux dont les planteurs, aussi puissants fussent-ils, ne pouvaient disposer individuellement. D'autre part, le souci d'améliorer le sort des immigrants avait motivé l'intervention des pouvoirs publics. Les travailleurs brutalisés sur les plantations nuisaient à la réputation du système, même de l'engagement, et risquaient de le compromettre. Sans parler des risques de révolte sur place. En Inde, l'expérience de 1857 ne devait pas se renouveler. À plusieurs reprises, la vice-royauté des Indes fit connaître à Londres son mécontentement. Cette conjonction de raisons, jointe aux appels lancés par les planteurs eux-mêmes, désireux de voir l'État prendre en charge les mesures les plus dispendieuses du système, finirent par l'emporter. La France, tirant les leçons de l'expérience anglaise, et persuadée des déficiences causées par l'immigration privée, promulgua dès 1852 les premiers décrets sur l'immigration. Quant aux Hollandais, ils attendirent 10 ans après leur propre abolition pour organiser l'immigration indienne vers leurs colonies, les Indiens vers le Suriname et surtout des Chinois dans les Indes néerlandaises. En 1871, lors du traité de Sumatra, les Hollandais cèdent aux Britanniques leur territoire côtier du Ghana,
qui sont agrégés dans la Gold Coast anglaise. Dès lors, ils ont les mains libres pour la conquête du sultanat d'Aceh, grand producteur de poivre, dans la partie septentrionale de Sumatra, dont la conquête débute en 1873 pour s'achever dans la première décennie du XXe siècle. Ayant pacifié entre guillemets le sud de la grande île, il favorise aussitôt la mise en concession de ces terres nouvelles à de puissantes sociétés internationales qui se chargent de la mise en valeur en faisant venir sur place des milliers de coolies indiens et chinois. Aux Malais, qui restent dans le cadre traditionnel des villages sous le contrôle de leur sultan, est laissée l'agriculture vivrière. Aux Indiens et aux Chinois est réservé le dur labeur sur les plantations et dans les mines. Le partage racial est flagrant et suscite de vives tensions communautaires, qui iront en empirant au fur et à mesure que les nationalismes s'élaborent à la faveur de la crise mondiale de 1930. Quelles furent les causes de l'émigration des Indiens? Comme en Chine, ce sont la surcharge démographique et les crises économiques qui contraignirent au départ les Indiens qui, pas plus que les Chinois, n'aiment quitter leur pays natal au-delà des flots noirs, tandis que, si personne ne prie pour eux, le destin post-mortem n'est pas assuré. Cela n'a rien de négligeable dans une société hindouiste où la métempsychose est une des bases essentielles des rapports sociaux et religieux. Tous les districts d'immigration du sud, Tamoul, ou du nord, Gujarat, Bengale et plaine gangétique, étaient surpeuplés. 200 à 350 habitants au kilomètre carré. Et l'Inde passe approximativement de 175 millions d'habitants vers 1850 à 239 millions en 1901. À cela, il convient d'ajouter les fluctuations des prix alimentaires et des salaires, ainsi que les grandes famines qui fournissent la main-d'œuvre dont ont besoin les sociétés coloniales. De plus, la hausse démographique et un servage agricole traditionnel des basses castes au bénéfice des plus hautes favorisent l'existence de l'engagisme qui est vécu comme un possible échappatoire. Enfin, la masse de ce sous-prolétariat rural fut gonflée par des milliers d'artisans ruinés par le développement de l'industrie britannique. Dans la seconde partie du XIXe siècle, ce sous-prolétariat mobile s'accrut par la ruine des petits propriétaires ruraux du fait de l'endettement des paysans et du développement d'un capitalisme foncier urbain. À cela, il faut rajouter les pressions fiscales et les guerres de conquête et de pacification qui accroissent l'insécurité. Les révoltes comme celle du Deccan, en 1875, lancent sur les routes des milliers de fuyards. Pour beaucoup, le départ était ainsi le moyen de fuir une vie encore plus misérable, de faire souche et de s'enrichir, échappant à sa condition de caste ou revenir au pays, lorsqu'il était en bonne santé avec de petites économies, soit 19 livres par personne en moyenne. L'étalement des richesses aux yeux du village et de la famille par les coulisses au retour d'engagement fut, pendant longtemps, le meilleur moyen de promotion de l'engagisme. Grand C, les contrats d'engagement. Faire reculer la violence post-esclavagiste par le droit. L'un des buts essentiels de la législation sur le droit du travail des engagés doit permettre une meilleure efficacité du système de recrutement afin de fournir les bras nécessaires à l'exploitation des colonies. L'empirisme des débuts, particulièrement brutal, amène des modifications rendues urgentes pour les besoins impérieux de l'économie. Les exactions de geôliers ou des patrons sur place se soldaient en effet trop souvent par des explosions de violence, mutineries à bord, incendies volontaires, meurtres, etc., qui nuisaient à la rentabilité de la transportation et menaçaient la paix sociale des sociétés coloniales, tant celle de départ que d'arrivée. C'est ainsi que les États, principalement français, britanniques et américains, s'emparent de la question et légifèrent, dressant l'une des premières formes de réflexion sur la question du travail à l'échelle du globe. Dans le cas britannique, le contrôle se fait entre Londres, Calcutta et les gouvernements des colonies. L'organe essentiel de ce système était la Commission des terres et de l'immigration coloniale, fondée en janvier 1840 par le Foreign Office. Elle devait motiver les candidats à l'immigration, préparer les tracts, éclairer les volontaires sur les conditions des pays où ils s'engageaient, créant pour cela un formidable centre de documentation sur les terres de la couronne et aussi les autres colonies européennes. Elle devait surveiller le déroulement de l'immigration et tenir à jour la loi sur les migrations impériales. Imperial Passenger Act. Enfin, la dite commission devait fournir à l'Indian Office un rapport annuel sur l'état des migrations au sein de l'Empire. Elle fut supprimée en 1879, mais durant 30 ans, c'est cet organisme qui supervisa et organisa les débuts de l'immigration indienne. Celle-ci était limitée dans le temps, et la durée des contrats fut longtemps source de conflits entre l'État et les planteurs. Vu le coût engagé, surtout pour ceux envoyés aux Antilles ou dans les Guyanes,
voire en Afrique du Sud ou orientale, le travail introduit coûtait trop cher au budget des colonies pour que la durée du travail ne soit pas précisée. Courte ou longue durée? Où signait-on? En Inde ou sur place? La politique ne cessait de varier. Finalement, les Anglais adoptent la forme d'un contrat type de 5 ans, assorti d'un billet aller-retour gratuit pour l'Inde. Il était important de veiller aussi au fait que le souscripteur du contrat en comprenne parfaitement les termes. Si les Européens ou les Chinois sont jugés suffisamment civilisés pour estimer la valeur et la qualité du contrat qui leur est proposé, en revanche, en Afrique et en Inde, les futurs engagés devaient se voir expliquer ce qui allait se passer afin de couper court à l'engagement forcé qui, de façon paradoxale, était d'ailleurs plus courant en Chine qu'en Inde. En effet, nombre de coolies étaient kidnappés ou avaient été préalablement drogués. Les cas où cette mesure n'était pas respectée se traduisaient, le plus souvent, par la désertion des engagés qui, au mieux, fuyaient un travail auquel ils estimaient ne pas avoir souscrit, causant l'embarras et la colère des planteurs qui s'estimaient floués. L'année 1846, date clé de l'abolition de la préférence impériale et de la suppression des taxes sucrières anglaises qui rendent compétitif le marché du sucre à l'échelle mondiale, accélère les recrutements de coolies destinés aux plantations de canne. Le ministre des colonies, Earl Grey, souhaite accélérer et améliorer la qualité des recrutements, voyant dans ces hommes non des animaux de trait, mais des colons potentiels qu'il fallait éduquer aux valeurs britanniques. On est à mi-chemin entre le bon sauvage du XVIIIe siècle et le très victorien fardeau de l'homme blanc, cher à Kipling. À partir de 1854, le contrat était ratifié sur place, dans la colonie, après que l'immigrant eut choisi son employeur à qui il devait, une fois le contrat signé, un travail fixe et régulier, ce qui permit du même coup de réprimer le vagabondage. Il s'engageait à travailler 3 ans chez le même employeur sous peine de prison ou d'amende, et de se voir privé d'un passeport en règle pour rentrer chez lui ou retrouver une nouvelle embauche. Il avait en outre la possibilité de racheter son engagement, 6 livres par an ou 5 shillings par mois durant 2 ans. Une fois le séjour de 5 ans achevé, le coolie devait s'engager de nouveau pour 5 ans contre une prime de 50 livres, mais il était désormais libre de choisir le type d'emploi qu'il souhaitait exercer, y compris en ville. Ces 10 ans accomplis, il pouvait alors bénéficier d'un rapatriement gratuit vers le Raj. À partir de 1865, tous les immigrants contractuels, autres qu'indiens, furent régis selon le même modèle. Par ailleurs, les femmes étaient autorisées à embarquer, ce qui facilita d'autant l'ancrage local de communautés indiennes dans les sociétés coloniales où les coolies avaient débarqué, ce qui n'empêchait pas non plus, par ailleurs, d'importantes circulations intracoloniales, mais une fois l'engagement achevé et à titre privé, ce qui contribua au brassage à l'échelle de l'Empire de ces populations coolies, entre guillemets. De même que dans les colonies anglaises, le choix des colonies françaises s'est vite fixé sur le coolie indien, car, de tous les travailleurs, il était jugé comme l'employé sous contrat idéal, bien plus que les Chinois qui, souvent, se révoltaient et avaient la réputation de querelleurs, ce qui, souvent, tenait à un engagement forcé. Ouvrez les guillemets. L'Indien est l'immigrant par excellence, lit-on dans la presse de l'époque. Il a la religion du contrat, et son travail, toujours suivi, toujours correct, ne laisse rien à désirer. Saute citation. En outre, son salaire est le moins élevé de tous ceux attribués à des immigrants. Fin de citation. Bien entendu, ces salaires de misère ne contribuent pas, sur place, à les faire apprécier des populations locales, qui estimaient qu'ils cassaient les salaires locaux, maintenant de fait la misère sociale. Le 29 juillet 1848, Paris ordonna au gouverneur des établissements français de l'Inde, Louis Poujol, d'autoriser le recrutement de travailleurs indiens. Le 13 février et le 27 mars 1852, 2 décrets impériaux réglementèrent l'immigration des travailleurs contractuels sous le contrôle de l'administration coloniale vers les Amériques, Antilles et Guyane. Dans le contexte de l'abolition de l'esclavage et de la peur d'un nouveau Saint-Domingue, l'immigration indienne fut préférée à la seule immigration massive organisée parallèlement, l'immigration Congo, soit africaine, en raison du risque politique que cette dernière présentait. De même, l'immigration chinoise inquiétait les planteurs et les administrations coloniales, car le chinois avait la réputation d'être violent. En témoigne ainsi une lettre d'un planteur réunionnais, qui écrivait en 1846. Des plaintes s'élèvent de tous côtés au sujet des Chinois. Ils sont généralement mauvais travailleurs. Ils peuplent les geôles et les ateliers de discipline. Fin de citation. Mais souvent, ces explosions de violence traduisent la violence de l'engagement lui-même, souvent réalisé contre le gré du coolie chinois. Les suicides n'étaient pas rares.
Au fur et à mesure que les mesures de contrôle sont prises, que les clauses sont respectées, les mentalités évoluent peu à peu, y compris les stéréotypes. Cependant, pendant longtemps, la mise en concurrence des races entre guillemets fut l'un des traits dominants des rapports sociaux coloniaux. Ouvrez les guillemets. L'Indien, espérait-on, n'était ni de la même race, ni de la même religion, et ne parlant pas la même langue, éviterait tout rapprochement avec les Noirs et ferait cause commune avec les propriétaires. Fin de citation. Le coût du transport était de 94 francs pour la Réunion et de 101 francs pour les Antilles. Un tiers d'entre eux partaient vers la Réunion et les 2 tiers vers les Antilles et la Guyane. Dans l'espace caribéen, le flot de migrants se fait essentiellement au profit de la Guadeloupe, jugée plus rentable du fait de la présence de grands domaines appartenant à des sociétés anonymes métropolitaines, à partir de 1863, à la différence de sa voisine martiniquaise qui maintenait une petite propriété béquée, soit les blancs pays, très souvent paternaliste envers ses employés de couleur. La rivalité économique était dure entre les colonies et les 5 comptoirs de l'Inde ne pouvaient suffire à alimenter l'ensemble des possessions françaises. Rapidement, les recruteurs durent se tourner vers la main-d'œuvre anglo-indienne, dès lors que les conventions de 1860 et de 1861 autorisèrent le recrutement annuel de 6000 coolies indiens et l'ouverture des ports anglo-indiens pour l'embarquement vers les colonies françaises. De même, l'embarquement anglo-indien était autorisé dans les ports français, mais il était contrôlé par les autorités consulaires britanniques. Les nouveaux contractuels étaient désormais sujets britanniques et soumis à un contrôle consulaire, ce que les Français purent percevoir parfois comme un droit d'ingérence sur leur territoire impérial. Le recrutement devenait de fait plus aisé, mais l'immigration continuait d'être surveillée de près par 2 gouvernements tatillons. En effet, la Convention du 1er juillet 1861 laissait aux services administratifs du vice-roi de l'Inde la faculté d'interdire, dans une ou toutes les colonies, le recrutement s'il jugeait insuffisante la protection de ses sujets. La législation anglo-indienne interdisait à l'Indien d'accepter un engagement de travail hors de l'Inde, sauf autorisation préalable. Cette dépense fut rendue efficace par 2 mesures. Le permis de recruter délivré par le collecteur et le permis d'embarquer des immigrants délivré au capitaine du navire. S'il n'était pas porteur d'un permis, le recruteur, surpris au moment de la présentation d'un contrat, était puni jusqu'à 500 roupies. Les ports ouverts à l'embarquement furent désignés. Des agents furent chargés de la surveillance des dépôts et de la visite du navire. Les contrats devaient stipuler le salaire, la nourriture, le logement, les soins médicaux, l'aménagement des navires, la présence d'un coffre médicaments et d'un médecin indien. Mais cela n'est pas tout. Ce qui intéressait le plus le gouvernement anglo-indien, c'était la protection qu'on assurait à l'immigrant auprès de son engagiste. L'immigrant, après une visite médicale, devait signer son contrat d'engagement pour 5 ans, avant de s'embarquer, ce qui lui donnait droit à des gages et des rations alimentaires fixées par les 2 parties. Le volume de travail hebdomadaire était précisé, 6 jours par semaine et pas plus de 9h30 par jour. À l'issue de ce contrat, il avait droit, ainsi que sa femme s'il partait en famille, ce qui était très rare, au rapatriement gratuit en Inde, droit qu'il conservait en cas de rengagement, et qu'il perdait s'il décidait de résider sans engagement dans la colonie. Pour les Français, la manne était providentielle et permit à Napoléon III de stopper net, dès janvier 1859, l'engagement africain. Weber pour la source. L'immigration venait principalement du sud, côte de Malabar, et, à partir de 1873, de l'Inde du Nord, région actuelle du Bihar. Ce qui caractérise cette émigration, c'est le fait que le coolie indien, partant avec femmes et enfants, se rengage, au contraire des Chinois, qui ne le font presque jamais, faute de femmes. Il faut attendre l'édit de 1893 pour interdire toute prohibition de l'immigration chinoise hors de l'Empire, pour que l'immigration féminine, jamais supérieure à 6%, commence à se développer dans les années 1930. De plus, et pour les mêmes raisons, les rapatriements indiens n'ont pas été de plus de 10% aux Antilles et en Guyane. Les conditions salariales, de loin les plus dures pour les Indiens. Un salaire de 12,5 francs par mois, est stipulé dans la Convention diplomatique de 1861, était pourtant dérisoire. On calculait le prix d'introduction à 400 francs par tête pour les Antilles françaises et 350 francs pour la Réunion. Le coût de la journée moyenne de travail était évalué à 2 francs pour les Indiens et à 3 francs pour les Chinois, dont l'introduction a cessé dans les colonies après l'arrangement conclu avec la Grande-Bretagne. À partir de la fin du XIXe siècle, les contrats passés avec les Chinois fixaient un gage mensuel de 37,5 francs. Pour les Japonais, de 40 francs. C'était à peu près le double des salaires de l'immigrant venu des Indes. On comprend donc tout l'intérêt suscité par cette dernière forme d'immigration. En Chine, c'est le traité de Tientsin, soit Tianjin,
et la Convention de Pékin en 1860, effet direct de la Seconde Guerre de l'opium de 1856 à 1860, qui répond à la question coulis. Si, pour les premiers contingents chinois, la durée des contrats variait entre 1 et 8 années, elle n'excède plus de 5 ans à partir de 1860 pour les colonies les plus éloignées, et 3 ans pour les colonies d'Asie du Sud-Est, ceci afin de tenter de réduire l'implantation définitive des Chinois sur place. Dès lors, la destination de l'engagé est stipulée sur le contrat, ainsi que la nature du travail auquel il est soumis. En outre, le contrat mentionne le nombre d'heures effectuées quotidiennement, qui varie entre 9 et 10 heures par jour, ainsi que les jours de repos. Le dimanche, le premier de l'an occidental et le jour de l'an chinois. Au terme de son engagement, le coulis est libre de signer un nouveau contrat ou bien de se faire rapatrier. Avant 1860, nombre d'entre eux ne possédaient pas d'argent pour le retour. L'émigration devenait définitive. En dépit de l'amélioration des conditions d'engagement, beaucoup de coulis revenaient au pays, vivants ou morts, et une partie non négligeable restait sur place. En témoignent les statistiques fournies par les douanes maritimes chinoises qui rappellent qu'en 1903, si 249 000 quittaient la Chine, 178 600 seulement sont rentrés. Si quelques-uns restaient sur place, en faisant souche, le taux de mortalité restait aussi conséquent. Grandet, coulis et société coloniale, des entrants ou des intrus. Les conditions de l'immigration des coulis s'améliorent progressivement, mais le système reste fondamentalement violent. Si le taux de mortalité à bord des coulis ships tombe en dessous de 3%, du fait des conditions de surveillance draconiennes exercées dans les ports de départ, sur place, les conditions de travail et de vie dans les colonies d'accueil restent longtemps pénibles, surtout lorsque la récession gangrène les rapports sociaux. Ici, la guerre des classes recoupe souvent celle des races, et motive des stratégies d'accommodement. On observe ainsi qu'au début de la décennie 1880, la crise du sucre liée à la surproduction mondiale qui débute dès 1866 et se prolonge durant la Grande Dépression de 1873 à 1898, elle entraîne le fait que les planteurs ne peuvent plus payer la prime d'engagement. Les coulis, qui se rengagent alors, le font généralement avec le dessein de s'établir et préfèrent souvent un métier autre que celui d'agriculteur, sauf lorsqu'ils peuvent acheter un terrain et travailler à leur compte. Nombre d'entre eux deviennent domestiques ou commerçants, voire usuriers, ce qui ne contribue guère à adoucir le regard que portent sur eux les plus démunis, souvent d'anciens esclaves ou des populations autochtones rurales. L'envoi de femmes indiennes d'abord, puis chinoises après le décret impérial de 1893, ainsi que la loi de 1906, qui fait de tout descendant de Chinois outre-mer un sujet ou citoyen chinois reconnu par l'Empire, puis la République après 1912, ce qui contribue à enraciner durablement les communautés coulis, repliées sur elles-mêmes et les valeurs qui les soudent. Elles font naître en leur sein le sentiment d'appartenance à un ensemble national qui dépasse souvent le clivage ethnique ou culturel. Parfois même, ces communautés coulis furent le berceau de certaines formes de nationalismes extravertis, tournés vers le pays d'origine, ce qui renforça d'autant leur position d'étrangers envers les populations autochtones, à l'instar de ce qui fut le cas dans les Mascareignes, mais aussi en Malaisie, dans les Indes néerlandaises ou en Afrique du Sud. Par ailleurs, les coulis, qui réussirent à s'extraire de la plantation ou de la mine, mirent à profit l'enseignement scolaire pour offrir à leurs enfants des promotions sociales, soit comme professions libérales intermédiaires, soit comme cadres subalternes des administrations coloniales ou d'entreprises privées, ce qui est l'une des marques des sociétés diasporiques. Là encore, la distanciation sera grande et ne permet pas toujours l'intégration, ce qui renforce encore les replis identitaires. Cependant, si les Chinois dominent incontestablement en Asie du Sud-Est, ailleurs ce sont généralement les Indiens qui constituent la majorité des coulis asiatiques et les principales communautés qui y sont implantées. Localement, dans les sociétés coloniales post-esclavagistes, les relations entre anciens esclaves et coulis asiatiques furent de nature ambiguë et très souvent teintées d'hostilité. Pour le nouvel émancipé, le coulis, qui accepte des salaires de misère, lui enlève toute possibilité de trouver un emploi enfin digne. Par ailleurs, le coulis est marqué du sceau de l'étrangeté. Ni sa langue, ni sa religion, ni sa culture ne sont compris des anciens affranchis, pour qui les notions de bien et de beau sont en grande partie modelées sur celles du maître blanc. Par ailleurs, et réciproquement, les Indiens, et plus encore les Chinois, se mettent à distance des hommes noirs. La typologie sociale phénotypique n'est partagée que par les Européens.
Par ailleurs, l'émigration coulie étant essentiellement masculine, surtout la chinoise, l'alcool et la concurrence pour les rares femmes exacerbent les tensions provoquant parfois des rixes. En dehors de quelques points de rencontre, le coulis fut longtemps rejeté par les ex-serviles, victimes de la victime, dans une sorte de concurrence de la souffrance, où le moins créolisé est rejeté. Étranger, il l'est aussi aux yeux de son patron, qui projette sur lui d'autres images que celles de la société noire, et qui, lorsqu'il exploite trop volontiers son employé sous contrat, ne comprend pas les explosions de violence qu'il provoque. Lui, pour qui, la violence du rapport socio-racial est un legs de la société de traite. Enfin, chez les descendants d'esclaves ou libres de couleur qui réussissent à percer un peu dans cette société de caste où la couleur de peau est un handicap social, l'engagé qui conserve intactes ses coutumes dérange, car il ne se calque pas sur la société créole, soit le but ultime de l'intégration entre Européens et Africains d'origine. Le nombre des coulis est aussi vécu comme une invasion dans des territoires que les ex-esclaves finissent par s'approprier. Globalement, les Indiens furent les plus nombreux et pesèrent plus lourdement dans le devenir des sociétés multiraciales que furent les sociétés coloniales. Cependant, les Chinois jouèrent aussi leur rôle. Dans la Caraïbe, à l'exception de la Jamaïque, où se forma une communauté de 20 000 âmes, et celle de Cuba, 120 000 coulis recrutés, dont 7 000 s'implantèrent. Les autres îles ne firent appel qu'exceptionnellement aux engagés chinois, surtout dans le second tiers du XIXe siècle. On doit aussi distinguer en plusieurs vagues migratoires. Celle de l'engagisme et celle des immigrants libres. Ceux qui restèrent furent rejoints à partir de 1910 par des membres de leur famille, lorsque les descendants de coulis montèrent des affaires, généralement d'épicerie et de colportage. En Afrique subsaharienne, ils ne furent jamais plus de 8000, atomisés en très faibles communautés. Là encore, les coulis d'hier étaient devenus négociants et furent rejoints par des membres de leur bang. Seule l'Afrique du Sud possède un groupe social suffisamment important pour évoquer une communauté. Dans ces pays, comme les Indiens, les Chinois jouèrent dans les sociétés coloniales un rôle d'intermédiaire entre une minorité blanche, souvent toute puissante, et une majorité noire, que l'apartheid laissa sans aucun droit civique. Venus s'installer comme épiciers, teinturiers ou jardiniers, des populations blanches qui leur interdisaient l'exploitation minière réservée soit aux Africains, soit aux Indiens, ils ne sont que 3000 à la fin du XIXe siècle. Cependant, du fait de la restriction de l'engagisme indien après la Première Guerre mondiale, exigée par le Congrès, ce sont 65 000 mineurs chinois qui arrivent dans le Natal et le Transvaal. Originaires du nord de la Chine, ce qui constitue une anomalie migratoire majeure, ils se lièrent peu à peu à leurs concitoyens issus des provinces méridionales littorales. La plupart rentrèrent en Chine une fois leur contrat achevé. Ceux qui restèrent demandèrent du temps de l'apartheid à être classés dans la catégorie « white people », afin de se distinguer des « colored people », entre guillemets, métis et indiens, mais surtout des « black people », ce qu'ils obtinrent. En revanche, à Maurice, où 35 000 Chinois furent recrutés, près de 8 000 s'installèrent, dont bon nombre, comme d'ailleurs à la Réunion voisine, prirent des épouses ou des concubines créoles et se fondirent dans la société coloniale désormais dominée par les communautés indiennes. Partout on observe pour les communautés chinoises émergentes, comme dans le cas des Indiens, mais de façon encore plus nette, la reconversion des ex-engagés dans les secteurs commerciaux et industriels. Blanchisserie, restaurants, épices, commerce de détail et de gros, usines agroalimentaires, pour les plus riches d'entre eux. L'immigration chinoise, davantage que celle originaire des Indes, fut essentiellement masculine. Plus de 85% des migrants étaient des hommes, dont près de la moitié entre 15 et 25 ans. L'opiomanie était courante et généralement entretenue par les patrons et les administrations coloniales, car elle permettait de contenir les violences sociales. En revanche, les mariages ou les unions avec les femmes de couleur étaient rares, généralement mal vécus par les hommes noirs, car vus par les descendants d'esclaves comme un moyen commode de blanchir leur descendance afin de leur offrir un avenir meilleur. De fait, c'étaient des compagnes en moins pour les noirs et des métis en plus. Le critère de couleur reste ainsi très clivant dans les sociétés post-esclavagistes. Comme travailleurs, ils auraient dû être noirs, mais en tant qu'hommes libres, ils devaient être blancs. La race est donc ici dépassée par le statut économique du coulis, qui sait s'élever dans la société coloniale soit par le travail, soit par le métissage. Il en allait ainsi des enfants issus d'une union noir-indien, qui n'avaient plus le statut de coulis, méprisés par tous, et dont l'usage du nom permettait de les tenir à distance des sociétés créoles, ni le statut de nègre, qui était encore plus handicapant socialement. Cependant, vis-à-vis des Noirs, les coulis, qui étaient déjà vus comme des concurrents économiques, le devenaient aussi sexuellement.
Les Coolies ou leurs descendants, bien que vivant en communautés plutôt repliées, se glissent dans le statut d'intermédiaire colonial qu'offrent ces sociétés inégalitaires. Dans le cas des Indiens et des Chinois, surtout dans les mondes insulaires, ces hommes et quelques femmes, tous issus de sociétés très structurées, en étant plongés brutalement dans les sociétés coloniales, s'exposèrent à leurs fléaux, alcoolisme, prostitution et métissage au point, parfois, de perdre leur identité. Une des stratégies de survie des Coolies indiens et chinois fut la symbiose insulaire, où ils opérèrent une fusion indo-indienne ou sino-chinoise, transcendant les clivages ethniques et dialectaux de leur pays d'origine. Principalement chez les Indiens, la pratique religieuse demeura un bastion identitaire et consolida leur indianité. Toujours balancés entre repli identitaire, très souvent réinventé, ou assimilation, les Coolies asiatiques, il en va de même pour les Tonkinois ou les Javanais, furent bien l'un des traits saillants des sociétés coloniales et les fruits d'une mondialisation impériale. Durant le temps de l'engagement, dures étaient les conditions de labeur, en particulier les retenues sur salaire dans les mines de charbon et les plantations d'EVA en Indochine, très violemment critiquées par André Violis. Tout comme dans les débuts, le faible encadrement médical fut à l'origine de taux de mortalité pouvant atteindre, en certains endroits, 30 à 50%. Ce dont témoignent aussi certains romans de littérature coloniale ou des articles de journalistes comme Albert Londres. Dans les plantations d'Asie du Sud-Est, les forêts de teck ou dans les mines de charbon ou d'étain, en particulier à Sumatra, dans les sultanats malais, au Sarawak, North Borneo Territory ou encore au sud Laos, Cochinchine et Cambodge, tout comme d'ailleurs dans les plantations de thé de Ceylan, de café du Kenya ou les mines de Rhodésie et du Transvaal sud-africain. Les conditions de travail étaient fortement racialisées. Si les indigènes, entre guillemets, populations autochtones, étaient parfois durement recrutés dans le cadre de travaux forcés, présentés comme paiement de l'impôt, sur les chantiers destinés à dresser les principales infrastructures de transport, ils restaient généralement moins touchés par le système colonial, protégés qu'ils étaient dans le cadre de la communauté villageoise traditionnelle. En revanche, les coolies asiatiques ayant le statut d'indigènes allochtones, entre guillemets, étaient généralement destinés aux mines et aux plantations et aux constructions ferroviaires et grands travaux de génie civil. Ils avaient subi l'épreuve de la transportation et vivaient dans des conditions très déstabilisantes, les forçant à modifier leur rapport social. Le déséquilibre social et racial pouvait être particulièrement important et bouleverser en profondeur les populations mises en rapport. En témoigne l'exemple caricatural des sultanats malais où en 1905, le recensement britannique démontre que 55% de la population est chinoise, 17,5% anglo-indienne et le reste malaise. La Malaisie avait enregistré à elle seule 7 millions d'entrées entre 1840 et 1940, sur un total de 15 millions de migrants chinois. Une partie non négligeable transita par Singapour et Penang, qui, entre 1882 et 1932, connurent pas moins de 100 000 coolies, transitant chaque année sur leur territoire. C'est ainsi que la population chinoise de Singapour passa de 20 000 à plus de 600 000 personnes. Celle de Java et Madura passa de 150 000 à près de 300 000, et celle de Cochinchine enregistra 44 000 Chinois en 1879 puis 171 000 en 1937. En Malaisie, sur les 7 millions de coolies engagés sur des contrats de 3 ans, sans compter ceux qui arrivaient clandestinement dans le cadre des bangs chinois, 2,5 millions restèrent sur place et formèrent l'une des bases essentielles de la société coloniale. Le fait chinois est ainsi omniprésent en Malaisie, mais rapidement, il devient essentiellement urbain. Ils sont majoritaires dans la plupart des villes de 20 000 habitants et constituent 70% de la population d'importantes métropoles comme Malacca ou Kuala Lumpur, la nouvelle capitale de la Fédération des sultans malais, bâtie au cœur des sites miniers de la ruée sur l'étain. Les Malais subirent ces migrations comme une forme d'invasion rendue d'autant plus violente que les Chinois ne partageaient pas leur religion. Vivant généralement dans le cadre des communautés villageoises soumises à leur chef, et à l'autorité traditionnelle et religieuse d'un sultan sunnite, dont les résidents anglais avaient réduit la capacité administrative tout en préservant ses prérogatives religieuses, voire parfois en les renforçant, ils étaient globalement déconnectés de la marée humaine des portefaix de l'Empire britannique. De fait, la prise de conscience nationale qui s'opère chez les Malais s'ancre dans ce qu'ils ont en commun, à savoir l'islam sunnite. Il en va de même chez les Shingalais, bouddhistes, qui s'estiment violés dans leur intégrité territoriale par les Tamouls hindouistes, dont nombre d'enfants avaient rejoint les écoles des colons britanniques et étaient devenus leurs auxiliaires. Les Vietnamiens, au Laos et au Cambodge,
Les Chinois dans les Indes néerlandaises ou les Indiens en Afrique du Sud et à Maurice provoquent le même rejet. Enfin, les écoles des plantations et aux alentours des mines, lorsqu'elles ne sont pas confessionnelles, deviennent, dans les années 1920-1930, de formidables lieux de propagande, écoles de formation de cadres du Comintern. Dans l'un ou l'autre cas, agents subalternes des administrations coloniales ou révolutionnaires affiliés au Kuomintang chinois ou au Comintern, les coolies étaient renforcés dans leur position d'allochtones, ce qui explique en partie les violences intracommunautaires lors de poussées nationalistes et au tournant des indépendances. Quel bilan chiffré peut-on tirer de ces migrations à l'échelle du globe, résultat des chocs impériaux? Si près de 15 millions de coolies chinois quittèrent leur pays pour travailler dans le monde entier, Canada, Australie et États-Unis aussi, qui mirent tous en place des politiques de quotas et en limitèrent la venue par crainte de perdre leur identité blanche, ce fut principalement en Asie du Sud-Est que la diaspora chinoise fut la plus marquante. S'il est difficile de chiffrer celle issue de l'engagisme indien, on sait par ailleurs que pour le seul empire britannique, ce furent entre 1 et 2 millions de coolies du sous-continent qui furent transportés. En 1900, le nombre de coolies indiens résidant dans les diverses colonies britanniques était de 625 000, le plus grand nombre, 265 000, s'observant à Maurice et en Guyane britannique, 125 000. Pourtant, plusieurs causes freinèrent l'immigration indienne. La première fut économique. L'industrialisation progressive des régions urbaines en croissance dans l'Inde même, Bombay, Calcutta, Madras, permit de retenir une partie de ces migrants. Ce fut aussi l'époque, de 1850 à la Première Guerre mondiale, de grands travaux d'aménagement public. La construction ferroviaire, 460 km de voies en 1856, qui passèrent à 55 450 km en 1914. La construction de routes, des ponts, des canaux mobilisèrent sur place des centaines de milliers de coolies. De grands travaux agraires furent également entrepris. Le défrichement et la mise en valeur de milliers d'hectares dans la région du plateau du Deccan et les travaux d'irrigation ou de drainage dans certaines régions de delta. En outre, le développement des cultures commerciales de plantation nécessitait une forte main-d'œuvre. Le coton sur les terres noires du nord-ouest du Deccan, l'indigo et le pavot à opium dans la plaine gangétique, à Malwa et Patna, le jute au Bengale, la canne à sucre dans les plaines deltaïques. L'exemple le plus souvent cité est celui des plantations de thé de l'Assam, qui drainèrent à des tarifs battant toute concurrence les meilleurs travailleurs du Bengale et du Bihar, des régions montagneuses du Chota Nagpur et même de régions du Deccan et de l'Inde gangétique. À cette concurrence du marché de l'emploi indien s'ajoutent des préventions religieuses valables pour l'ensemble des colonies. Tout Indien éprouve des difficultés à quitter son « mère patrie », sa terre de naissance et, surtout, à franchir les flots noirs, Kalapani, au risque de déchoir de sa caste. L'Indien est, et a été et continue d'être davantage homo religiosus que homo economicus. Enfin, certaines colonies avaient meilleure réputation que d'autres. Si la Birmanie et Trinidad permettaient de s'établir et de faire fortune, les mouroirs du Natal et du KwaZulu et Nyasaland ou les Guyanes n'avaient pas bonne presse. Le parti du Congrès, Indian National Congress, fondé en 1885, participa à toutes les étapes qui menèrent à l'indépendance du pays. Dès sa création, il manifesta sa réprobation concernant le coolie trade indien. Il commença par obtenir une modernisation et une humanisation forcée par le système des amendements. En 1909, il demanda solennellement l'abolition de l'émigration. Parallèlement, dans le pays se multiplièrent les ligues anti-émigration. L'engagisme étant présenté comme une nouvelle forme d'esclavage qui vidait l'Inde de ses forces vives. De plus, les dominions blancs comme l'Australie, l'Afrique du Sud et le Canada, après avoir profité de cette main-d'œuvre bon marché, mettaient en place des quotas limitant les entrées d'Indiens, tout comme de Chinois, ajoutant une couche supplémentaire à l'humiliation indienne. Les vexations socio-ethniques dans les colonies de peuplement blanc étaient insupportables, notamment par le statut de colored, et furent déterminantes dans le positionnement des hommes du parti du Congrès, au point de devenir l'un des principaux chevaux de bataille contre la domination britannique. Finalement, c'est en 1920, après la Grande Guerre, que le coolie trade fut aboli. Les contrats inachevés des derniers engagés furent abrogés dans toutes les colonies. Le principal artisan de cette politique n'était autre que l'avocat Gandhi, le père de l'Inde moderne. Le pays devenu indépendant en 1947, son disciple, le Pandit Nehru, appuya une large part de sa politique internationale sur cette diaspora qui faisait des pourtours de l'océan Indien un lac anglo-indien.
afin de tenter de prendre la place que jouaient auparavant les Britanniques dans cette région du monde. Le legs post-colonial est ici flagrant, tout comme en Indochine française, où le déplacement de milliers de coolies, originaires du Tonkin et du Nord Annam, fut à l'origine de colonies de peuplement vietnamiennes durablement implantées dans les pays voisins du Laos et du Cambodge. Ce sont précisément elles qui donnèrent corps au Parti communiste indochinois, fondé en 1930 par Nguyen Ai Quoc, qui se fit connaître plus tard sous le nom de Ho Chi Minh. Instrument privilégié de la colonisation, nombreux furent pourtant les descendants de coolies à jouer un rôle déterminant dans le jeu des oppositions politiques et parfois militaires du système colonial.